Ok, petit ratage, c'est bon, c'est parti. Bienvenue dans Zéro Émission, l'émission débat en live animée par des passionnés de véhicules électriques. Au sommaire pour cette édition, deux grands sujets. Les véhicules électriques chinois débarquent en Europe très bientôt. Est-ce que c'est une crainte infondée ou une réelle menace pour les constructeurs européens? On va essayer d'en discuter. Et dans une deuxième partie, on va parler du prix des véhicules électriques. Le bonus a été monté à 7 000 €. Est-ce que les véhicules électriques sont toujours trop chers malgré l'augmentation de ce bonus? On essaiera d'en débattre et peut-être que certains participants vous pourront donner quelques bons plans. On va commencer par une petite présentation des participants et je vais donner la parole à Andy du magazine Automoto. Voilà notre invité d'honneur. Bonjour Andy. C'est un bien grand mot, invité d'honneur. Je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Andy, j'ai 34 ans. Je travaille pour le magazine Automoto. Le magazine, le site, le podcast, les vidéos, etc. C'est un média 360, comme on dit de nos jours. Dans le privé, j'ai une Citroën C2 que j'ai depuis 15 ans. C'est toujours ma première voiture. Et je suis assez agnostique sur l'électrique, plutôt pour, on va dire, pour des raisons environnementales. Après, comme beaucoup de gens, j'aime bien le bruit des moteurs. Très bien. Merci Andy. Je vais donner la parole au parrain de l'émission, Nuage Magique. Bonjour, Christophe. Avec le micro ouvert, c'est beaucoup mieux. Donc Christophe, Nuage Magique. J'aime bien partager un peu mes aventures en voiture électrique et essayer d'aider un maximum de personnes à franchir le pas. Donc, merci pour l'invitation pour ce soir. Merci Christophe. Dans l'ordre de mon écran, je vais donner la parole à Jérémy Tesla Riviera. Bonjour Jérémy. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Jérémy Tesla Riviera. Merci de m'accueillir sur l'émission. Moi, je ne suis pas du tout un passionné de voiture à la base et mon backup, mon truc, c'est les énergies renouvelables et les clean tech. Et c'est comme ça que je suis tombé dans les voitures électriques à peu près à partir de 2008, vraiment quand Elon a commencé à travailler sur Tesla. Et donc, je m'intéresse depuis lors. J'ai eu une Twizy de Leaf et maintenant, je suis en modèle 3. Voilà. Et on parle sur ma chaîne de voitures électriques et également d'énergie renouvelable et de tout ce qui va avec, de tout l'écosystème. Très bien, merci Jérémy. Je vais donner la parole à Marc, une autre Marc de Tesla France Picardie. On ne te voit pas souvent à l'écran, Marc. C'est un honneur. Merci d'être là ce soir. Merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marc, donc de la chaîne Tesla France Picardie. Je suis à la retraite. J'ai 66 ans. C'est peut-être le papy de l'émission, je ne sais pas. Mais auparavant, j'étais formateur en production industrielle et je m'étais spécialisé dans les automatismes et les systèmes de régulation des procédés de fabrication de l'industrie chimique et de l'agroalimentaire. Bon, j'ai également développé des logiciels pédagogiques et des sites Internet, donc je suis un passionné d'informatique. Et depuis mars 2019, je suis propriétaire de la Tesla qui est derrière. Là, c'est une longue range 4 roues motrices, 19 pouces. Et depuis, je partage mon expérience via un site Internet et la chaîne YouTube. L'idée, c'est de répondre aux questions dont j'aurais voulu avoir les réponses quand j'ai fait l'acquisition de ma Tesla. Donc voilà, j'espère ainsi apporter mon expérience aux novices de la mobilité électrique, comme on dit. Bienvenue à tous. Très bien, merci Marc. Super. Je vais donner la parole à Steph, Tesla 3. Bonjour Steph. Bonsoir à tous. Merci Marc, merci de m'accueillir. C'est pour moi un honneur aussi de participer à cette émission. Alors, je m'appelle Steph. Steph, c'est un pseudo, bien entendu. C'est une combination entre mon prénom et mon nom. Je suis gérant d'un négoce dans la Somme et propriétaire d'une Tesla. Et c'est cette Tesla qui m'a donné envie de créer une chaîne qui, d'ailleurs, depuis 20 heures ce soir, regroupe 300 000 abonnés. Cette chaîne s'appelle Tesla 3. Ouais, on me dit c'est 30 000 en fait, c'est pas 3 000. Ouais, c'est 3 000 abonnés, excusez-moi. Voilà, 3 000 en attendant de faire. Bravo. Merci à tous mes abonnés en même temps qui me regardent en même temps. Merci Steph, merci, super. On va présenter Pierre maintenant, Tesla Alsace. Bonjour Pierre. Bonsoir à tous, moi c'est Pierre. Voilà,
J'habite en Alsace, je crois que c'est bien marqué au-dessus de ma tête là. J'ai une Model 3 performance de base, donc c'est un peu particulier, c'est-à-dire que je suis un peu incognito, c'est-à-dire que j'ai une performance, mais j'ai pas les 20 pouces, j'ai pas le baquet arrière, j'ai pas les freins surdimensionnés. Et en fait, j'ai acheté le modèle 3, ça devait être la crise de la quarantaine. Je pense que c'est même la crise de la quarantaine en septembre dernier, après avoir regardé toutes les vidéos d'électrons libres, de Jérémy, enfin de quasi de nous tous en fait. Et donc je pense que quand je suis arrivé chercher la voiture, le gars m'a dit ça, c'est ça, non, c'est bon. C'est pas la peine de m'expliquer, je pense que je connais bien. Et puis sur un coup de tête, je me dis tiens, j'ai fait mon premier voyage à Noël de Mulhouse à Bordeaux. Et c'est comme ça que ma chaîne a commencé. Je lui dis, bah, tiens, je vais raconter un peu comment ça se passe. Et puis depuis, voilà, je fais des vidéos très régulièrement sur à peu près toutes les questions qu'on peut se poser sur la Tesla Model 3. Voilà. Et merci de m'accueillir. C'est un honneur. Super, merci Pierre. C'est vrai qu'on ne te voit pas souvent à l'écran. Là, c'est un honneur de te voir ce soir. Merci. Je vais donner la parole à Sébastien, LiFrance Café. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors moi, un petit peu comme Electron Libre, je suis un fan de bagnole et de moto. J'ai commencé par une hybride et j'ai acheté une Leaf 2012, ensuite une Leaf 2000. Là, j'ai encore une Leaf 2015 qui est montée en double commande. J'ai une Leaf 40 et maintenant j'ai aussi une Kia e-Soul 64. Donc je suis le seul à ne pas avoir de Tesla ici. Donc voilà. Avec Andy qui a une C2. En 2013, quand j'ai eu la Leaf, je pense un peu comme tout le monde, je me suis rendu compte que voilà, personne ne connaissait rien, c'était une catastrophe. Donc j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Leaf France Café pour partager, échanger. Groupe qui a mis environ 1 an à avoir une centaine de personnes, puis qu'on a 2500 actuellement. Devenu association qui fait partie de FAUV, la Fédération française des associations d'usagers de véhicules électriques que vous voyez derrière moi en fond. Voilà. Faut savoir aussi que j'ai aussi créé un groupe sur la voiture chinoise, donc ça m'intéresse particulièrement, le MG ZS EV francophone, qui en à peine 2 mois a plus de membres que je n'en ai eu en 1 an sur le groupe Nissan Leaf. Donc ça prouve bien qu'il y a un engouement et que là, la voiture électrique a le vent en poupe en ce moment. Voilà. À vous, les studios. Merci Sébastien. Alors, je ne sais pas si on le présente. Electron Libre, Jérôme? Bon, allez, si, quand même. Allez, bonjour Jérôme. Salut. Alors, salut tout le monde. Moi, c'est Jérôme de la chaîne Electron Libre. Je viens d'avoir 49 ans il y a 2-3 jours, là. Voilà. Et je suis un bagnolard de la première heure puisque j'ai possédé plus de 80 véhicules, voitures et motos confondus. Et je suis passé à l'hybride en 2007 avec la Prius. Et ensuite, tout naturellement, l'hybride conduit à l'électrique. Voilà, j'ai eu un petit scooter électrique pour commencer, puis après un Renault Twizy, et après, c'est monté en gamme. C0. Je fais partie des 1000 premiers clients Tesla, puisque j'ai une des 1000, alors français, une des 1000 premières Tesla en France, voilà, avec ma Model S 70D, Morpheus, que tout le monde connaît bien. Et puis, je suis passé à la Model 3 l'année dernière. Voilà. Et donc, moi, je fais des road trips, des tutoriels, des comparatifs, des essais de voitures électriques. Ma chaîne est basée là-dessus. Voilà. Merci, Jérôme. Je me fais le porte-parole de tous tes abonnés, Jérôme, parce qu'il y a une question que tout le monde se pose sur toi pour ton anniversaire. C'est: as-tu du carbone en cadeau pour ta Model 3? Eh bien, oui, je me suis fait carboniser, effectivement. Du vrai carbone, j'espère, du vrai carbone. Oui, pour mon anniversaire, je me suis payé une belle planche de bord carbone, effectivement, dans la dernière vidéo que j'ai mise. Voilà, c'était mon cadeau. Génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jérôme adore le carbone, il en met partout, donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Et bonjour à son fils qui est derrière. Salut, salut Mister Jigsaw, ciao. Voilà, qui a une belle chaîne aussi. Nickel. Et ben oui, la chaîne. Vas-y, si tu veux la présenter, là, on en profite. Alors lui, il a une chaîne de jeux vidéo pour les fans de jeux vidéo, où on l'a fait un petit peu ensemble, cette chaîne, puisqu'on reproduit des scènes de films à partir de jeux vidéo. Voilà.
Et puis, on présente des voitures de film à travers un jeu vidéo et ça marche pas mal. Super. Voilà, il a 23 500 abonnés et environ 8 millions de vues sur sa chaîne. C'est plutôt bien. Super, super, super. Je mettrai tous les liens, vous m'enverrez le lien du groupe Facebook MG, ZS, le lien de la chaîne de ton fils. On mettra tout ça dans la description de la vidéo à la fin. Bon, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous ai préparé une petite présentation rapide. Je vais partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Tout à fait. Impeccable. Voilà. Alors, je voulais faire un petit tour d'horizon des véhicules électriques pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est disponible actuellement, qu'est-ce qui va sortir. Donc, celle qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, la MG ZS, disponible actuellement. 23 900 € bonus de l'État déduit. Donc, vous voyez, ça finit pas trop mal quand même, l'intérieur, etc. C'est pas mal du tout. Et on la compare souvent à la Zoé, alors pas parce qu'elle est dans le même segment, mais parce qu'elle est au même prix. Elle est moins chère même qu'une Zoé. Donc, pour le prix d'une Zoé, vous pouvez avoir un SUV chinois. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup de monde. Vous avez un petit article sur Automoto à ce sujet. Et vous avez un niveau de sécurité qui respecte complètement les normes européennes, puisqu'elle fait 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Donc voilà, le décor est un petit peu planté avec cette MG. Je vous présente la Xpeng P7, dite la tueuse de Tesla. Alors, eux, ils sont formidables. Ils copient Tesla à fond, jusque dans leur site internet. Vous voyez, c'est du pur plagiat. Oui, carrément. Et ils sont même accusés par Tesla d'avoir carrément copié le code de l'autopilote pour le mettre dans ses voitures. Donc, eux, c'est les Chinois qui copient. Ils sont terribles et il y a des gens qui disent c'est la même chose que Tesla mais en moins cher. Vous avez un modèle grande autonomie pour 30 000 €. Ouais, donc ça fait très très mal. En plus, elle est jolie aussi. Elle est belle. Donc voilà. Et puis version moins chère, vous avez la G3. Donc elle est vendue 18 700 € en Chine, bien sûr. Attention, ce ne sera pas les mêmes tarifs en Europe. Mais voilà, vous pouvez avoir un petit SUV 400 km. Qui est loin d'être pourri. Vous avez un YouTuber qui teste pas mal de voitures qui nous a montré ça. Il y a des fonctionnalités. Là, vous avez une photo d'une fonctionnalité où la voiture scanne vraiment un parking. On clique sur la place sur l'écran de la tablette et la voiture se gare toute seule à la place sur laquelle on a cliqué. Enfin, c'est des trucs vraiment très poussés. Mieux qu'une Tesla. Vous avez quelque chose qui est très efficient aussi, c'est-à-dire qu'elle consomme très peu en termes de consommation électrique. Donc vraiment, c'est vraiment pas une voiture au rabais. Vous avez aussi la Byton M-Byte. Donc voilà, des faux airs, je trouve, de Range Rover peut-être. Pareil. Alors là, la caractéristique, c'est qu'ils ont mis des écrans partout. Donc vous avez un immense écran de 48 pouces sur le tableau de bord. Vous avez même un écran dans le volant. Ils ont vraiment ils ont axé ultra technologie. Alors, j'ai vu juste avant de faire le live qu'ils seraient peut-être, eux, en faillite. En faillite. En faillite, ouais. En faillite, ouais. J'ai appris ça aujourd'hui. Alors bon, voilà, celle-là, on la verra peut-être jamais, mais en tout cas, elle a eu le mérite de faire parler d'elle. Et ensuite, on va parler de l'E-Waze U5. Donc là, ça y est, là ça débarque vraiment chez nous puisqu'ils ont débarqué 500 modèles en Corse en location chez Hertz pour cet été. Donc eux, leur technique, c'est je vais la mettre à la location, les gens vont l'essayer, ils vont peut-être l'adopter. Donc ils en ont déchargé 500 en Corse et on peut les louer cet été. Voilà. Bon, moi je suis pas fan personnellement du design, mais bon, pourquoi pas. Alors, je vais couper le partage d'écran. Hop, et revenir à nos moutons. Alors, je vais donner la parole à Andy parce que Andy, toi, tu as essayé justement la préversion de cette E-Waze, c'est ça?
Alors, c'est une histoire un peu bizarre, hein. Je me suis retrouvé au fin fond de la Russie l'année dernière pour tester cette voiture parce qu'en fait, ils ont fait un exercice un peu spécial pour faire parler d'eux. Ils ont ramené la voiture, enfin deux protos même pour être exact, de la Chine jusqu'à Francfort, où il y avait le salon de Francfort, c'était en septembre, par la route. Et ils m'ont proposé de faire un bout de chemin au volant. Donc, j'ai fait à peu près 700 km à bord entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ce qui permet de découvrir la route russe, un monde impitoyable, etc. Et moi, alors je suis journaliste auto, donc j'ai quand même l'habitude d'avoir des voitures différentes, etc. Ce que je retiens, c'est que c'est pas mauvais du tout. Il y a des choses vraiment intéressantes, c'est assez confortable, c'est assez agréable à conduire, on a une voiture assez aboutie. Alors c'était un proto, donc il y a encore des trucs qui clochent, hein, évidemment, il y a des petites alarmes qui se mettent, il y a des problèmes, il y a quelques soucis de freinage qui étaient un petit peu mal réglés, etc. Mais franchement, c'est loin d'être nul. Et pour l'instant, on n'a pas le tarif. Ce que je sais, c'est que mes petites oreilles chez Highways m'ont dit que ça serait en dessous de 40 000 euros la commercialisation pour un grand SUV de la taille d'un Peugeot 5008 à peu près. Batterie 65 kWh et puissance 140 kW, donc 190 chevaux. C'est pas un foudre de guerre, mais ça fait tout à fait le job pour une utilisation familiale. Il y a beaucoup de place, une présentation très intéressante à l'intérieur d'un point de vue techno. J'ai pas pu tout essayer parce que tout n'était pas disponible et puis c'était en mandarin, ce qui compliquait la tâche, vous pouvez l'imaginer. Mais on a une voiture en tout cas en rapport qualité-prix plutôt pas mal. D'accord. Ok. Et c'est un tout nouveau constructeur, hein, il faut savoir. Il y a plusieurs choses assez intéressantes à propos d'eux. C'est des gens assez expérimentés dans le domaine automobile. J'ai pris des petites notes hein, parce que je suis un bon élève. Ouais. Gu Feng, c'est le patron. C'est l'ancien directeur financier de SAIC, qui est un des plus gros groupes chinois de construction d'automobiles. Il y a Fu Qiang, qui est son bras droit et c'est un ancien de Volvo. Je vous rappelle que Volvo, ça appartient à Geely. Geely, c'est un gros constructeur chinois et que donc Volvo appartient à 100% à cette holding. Et le designer, alors le designer, on a parlé, c'était un petit peu clivant esthétiquement, mais c'est Ken Okuyama. Ken Okuyama, c'est le mec qui a dessiné la Honda NSX, la première, la Ferrari Enzo. Donc, ils ont investi pour avoir des gens de qualité. Le véhicule est plutôt abouti. Évidemment, la question maintenant qu'on va tous se poser, c'est qu'il y en a 500 qui arrivent en Corse par la location, parce que c'est très difficile évidemment de se lancer avec un réseau. Et on va voir si ça plaît aux gens. Et oui, tout à fait. Ouais. Et toi, tu penses que c'est une menace pour les constructeurs européens, ces constructeurs chinois là? Parce qu'en fait, c'est un truc nouveau. On n'avait pas de véhicules thermiques chinois qui débarquaient sur nos routes. On était préservés de ça. Et là, on va avoir une vague qui va nous déferler et finalement, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, il y a quelques trucs. Hein. Il y a eu quelques Great Wall, caisses un peu obscures, vendues thermiques de très mauvaise qualité il y a une dizaine d'années. Anyang. Ouais, voilà, Coros, etc. Il y a eu des tentatives. Ça n'a jamais marché parce que les produits étaient clairement pas au niveau, notamment au point de vue sécurité, puisque les crash tests étaient à l'époque beaucoup plus durs en Europe qu'en Chine. Là, on a deux choses qui se mélangent. La première, c'est qu'on a une fenêtre d'opportunité puisqu'on est dans un changement des habitudes de consommation, puisqu'on bascule à l'électrique, etc. On est dans un moment où aussi la propriété individuelle d'une voiture devient peut-être moins essentielle que ça l'a été avant. Donc, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité. Et deuxièmement, il y a 40 ans, tout le monde se moquait de Toyota et des constructeurs japonais. Il y a 20 ans, quand on voyait une Daewoo Nexia, on ne pensait pas qu'une Kia serait aujourd'hui une rivale pour une Renault ou une Peugeot. Donc pour moi, petit à petit, par l'extérieur, par des marchés plus petits en Europe, notamment la Norvège, je crois que Byton justement essaie d'arriver sur le marché norvégien, même si effectivement là ils n'ont pas payé leurs salariés depuis mars, mais ça c'est un autre problème. Je pense que ça peut aller très vite ce genre de choses, surtout à un moment où voilà, on a une bascule de consommation et des gens qui potentiellement seront intéressés. Après, la grande difficulté, ça va être où vendre ces voitures, comment les vendre. Ce que je sais, par exemple, sur l'iWest, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Allemagne, il va être vendu dans un groupe qui est l'équivalent pour nous de boulanger ou de Darty. C'est-à-dire qu'il y aura les voitures présentes et on pourra se les faire entretenir dans un type de garage type feu vert, Noroto, c'est-à-dire une chaîne assez fréquente. D'accord. Et ouais. Donc, ouais, ça va être le souci pour eux, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réseau de
de distribution et pour le SAV, etc., ça va peut-être être compliqué. Alors justement, là, ils ont essayé de faire l'argument. Hein. Je suis désolé, je vous laisse Si, parler après. vas-y. Le MG est garanti 7 ans. Oui. Donc ça va être un gros argument justement parce qu'il y a cette incertitude et que forcément les gens se posent des questions sur la valeur de revente, sur l'entretien, etc. Donc ça va dépendre en fait de comment ils rentrent sur le marché et des accords qu'ils font avec des acteurs déjà connus sur le marché. D'accord. Ok. J'ai une question pour l'ensemble des participants. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont prêts à acheter un véhicule chinois? Ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout Alors, Jérémy, tu lèves le doigt, on t'écoute. Ouais, moi je vois pas d'inconvénient à acheter un véhicule chinois, d'autant que je pense qu'ils vont très certainement avoir, comme on a vu là, les standards européens. Donc la première question qu'on se pose, c'est la fiabilité. Hein. On va leur dire, ah, c'est chinois, donc ça marchera pas. D'un autre côté, moi j'ai une double lecture, on va dire, par rapport à ça. J'ai le côté l'écolo et le côté, j'ai un master en marketing, donc j'ai ce côté-là aussi qui parle. Le côté écolo, c'est si les Chinois font des véhicules électriques qui sont à fond dedans et que ça fait avancer ce que j'appelle moi la cause, et que la cause Tesla, Elon Musk, tout ça, je vois pas le problème. Donc on sait qu'ils sont à fond dedans quand ils se mettent dans un truc, ils sont très, très capables. Moi, là, j'ai pas de souci. Et l'autre côté, côté marketing, par rapport à la question, est-ce qu'il faut avoir peur de ses concurrents, nous, l'Europe, nous, la France, je vais être assez critique en posant des questions. Est-ce que les constructeurs européens et français savaient qu'on allait passer à l'électrique? Première question. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'on voyait que le marché allait changer, allait aller vers ça? Est-ce qu'ils ont vraiment agi? Est-ce qu'ils avaient envie d'agir? Est-ce qu'ils ont fait finalement ce qu'il fallait pour y passer? À chaque fois, je vais dire que non. Donc, la réponse, ça serait est-ce que ça sera tant pis pour eux? La réponse sera oui. Désolé, mais si les Chinois font ce que les autres n'ont pas été capables de faire et que ça fait avancer la cause et qu'on n'a plus de voitures à essence très rapidement grâce aux Chinois, moi, je vois pas de problème avec ça. Et j'ai d'ailleurs une voiture qui n'est pas européenne et qui n'est pas française, puisqu'elle est américaine. Ma voiture d'avant était fabriquée au Japon. Donc, peu importe, on achète tout ce qu'on achète, tout ce qu'on a sur nous, rien n'est fait en Europe, rien n'est fait en France. Mon iPhone, il n'est pas fait en France, rien n'est fait en... Donc, pourquoi pas une voiture? Moi, ça ne me pose aucun problème. Et tant pis pour ceux qui rateront le train, parce que chez Lille-France Café aussi, je pense que vous en avez parlé avec Nissan. C'est pas faute de leur avoir dit à un moment, bougez-vous, l'électrique va y aller, il va falloir faire quelque chose. Ça les a vraiment pas intéressés. Je pense qu'ils ont eu le temps, ils l'ont pas pris, tant pis pour eux. C'est ma conclusion. Eh bien, merci Jérémy pour ton avis là-dessus. Alors, je crois que Christophe avait levé la main en premier, puis ensuite je donnerai la parole à Marc et Pierre. Vas-y Christophe. Ouais, alors c'est vrai que quand tu disais quelque part, Jérémy, c'est tant pis pour eux, et j'ai envie de dire que oui, mais ce qui est dommage, c'est que d'une, c'est les utilisateurs qui vont être, et les passionnés qui vont être punis, parce que tu as des passionnés de Peugeot, des passionnés de Renault, et ils attendent d'avoir le bon véhicule qui leur va bien au bon prix, ça c'est dommage, et après c'est les salariés qui vont être punis, quoi. Et c'est hyper dommage, mais on va en parler tout à l'heure pour l'aspect prix du véhicule électrique. Et, enfin, on est dans le thème là. C'est clair que pour plein de gens, ce sera juste incontournable. Et quand on va leur interdire quasiment l'accès à tout un tas de villes, à tout un tas de conditions, et qu'on va leur dire bah, maintenant vous passez à l'électrique, bah voilà, juste le choix il sera vite fait et fait en France ou pas, comme tu dis. Et c'est malheureux parce qu'un véhicule qui sera fait comme à l'autre bout du monde, comme beaucoup d'autres véhicules, mais avec l'empreinte écologique qu'il y a en Chine, même si c'est ceux qui font le plus de panneaux solaires et tout, c'est dommage. Un goût d'inachevé, et on espère juste qu'il reste au moins un constructeur français derrière pour continuer. Ça fait mal, ça fait mal. Marc, Tesla France Picardie, on t'écoute. Oui, donc je disparais pour la bonne cause. Je vous affiche là la courbe d'évolution du prix des voitures neuves en France, de source Argus. Donc, le prix tourne actuellement autour de 26 000 euros. Ce prix a augmenté depuis 2009 et là commence à régresser légèrement.
compte tenu des prix qui s'affichent là autour de 26 000 euros, dans ces conditions, les voitures chinoises risquent de faire un carton puisque ce prix devient accessible pour une majorité de gens. Une autre courbe que je voulais vous faire voir également, c'est ce qui se passe concernant… alors, attendez. Petit souci technique. Ouais, pas de souci, vas-y. Voilà, ça passe. Ici, vous voyez les statistiques de ma chaîne YouTube concernant les âges et les critères d'âge. Par exemple, entre 45 et 54 ans, on voit qu'il y a 31,4% de gens qui s'intéressent au Model 3 et donc aux voitures chères, je dirais, aux voitures haut de gamme. Alors, on voit qu'il faut avoir, à mon avis, un certain âge, être en fin de carrière pour avoir les moyens de se payer une voiture qui est bien au-dessus des 26 000 euros du coût actuel des voitures. Donc, tout ça pour dire que l'arrivée des Chinois sur le marché actuel risque de marcher, je dirais, c'est le cas de le dire, mais aussi risque effectivement de peiner un peu le marché français. Donc voilà les premières remarques que je voulais faire sur ces quelques chiffres. Très bien, merci Marc. Je vais donner la parole à Pierre, Tesla Alsace. Oui, moi je suis un peu partagé. Je pense qu'au niveau du prix, bon, bah, c'est sûr, hein, ils sont compétitifs. Mais je crois pas que quand on achète une Zoé, qu'on achète une 208 électrique, généralement, c'est pas pour faire Paris-Marseille ou Lille-Bordeaux, quoi. On considère que c'est une citadine. On va l'utiliser pour aller au travail, rentrer, peut-être sortir un peu le week-end. Bon. Quand on commence à avoir un SUV en électrique, ou même plus gros, à des voitures qui vont à 30, 35, 40 000 euros, si on peut pas recharger, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Donc, à part, sauf si des personnes qui, moi, je pourrais en acheter une, à partir du moment où j'ai assimilé que cette voiture, je vais l'utiliser en local pour aller au travail, aller dans les Vosges, et c'est tout. Par contre, j'ai assimilé le fait que pour les longs trajets, ça ne le fera pas. Mais je pense que les Français, à l'heure actuelle, ils en sont très loin. Il y a, comme pour compléter ce qu'a dit Marc, il y a 6 millions, je crois, de véhicules d'occasion. Bon, en 2019, cette année, c'est particulier, qu'ils sont achetés chaque année. Le prix moyen est 15 000 euros. Voiture neuve, c'est 24 000. Je pense qu'à 24 000 euros, c'est déjà un sacré budget pour beaucoup de Français. J'imagine mal qu'ils satisferont d'un SUV, on va dire, même si c'est à 23 000 euros, s'ils ne peuvent pas traverser la France, quoi. Donc, je pense qu'ils sont compétitifs au niveau du prix, mais ils vont se buter, entre guillemets, comme pour les constructeurs français au réseau de recharge. Merci Pierre. Andy, tu voulais rajouter quelque chose ? Petite précision sur le MG, c'est un SUV taille capture, donc c'est un petit SUV, c'est, on va dire, urbain avec des grosses guillemets si on considère qu'un SUV c'est quelque chose qui doit aller en ville, ce qui philosophiquement pose question. Ça, je vous laisse ça à votre libre suggestion. Je vais juste rebondir, on parlait des enjeux industriels, etc. Il y a Jean-Dominique Sénard qui a passé 3 semaines à faire du lobbying auprès de Bruno Le Maire pour obtenir les 5 milliards de prêts pour sauver Renault dans cette période Covid. Il a beaucoup brandi la menace des voitures chinoises et pour une raison assez simple, hein, c'est que ça permettait de montrer et de faire du chantage à l'emploi puisque, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a une étude allemande d'un grand syndicat allemand qui s'appelle IG Metall qui dit que le passage à la voiture électrique supprimerait en Allemagne 85 000 emplois. Donc, on peut s'en foutre, on peut se dire que les constructeurs n'ont pas fait le job, etc. Mais d'un point de vue social, ça pose vraiment question parce que les salariés, ce n'est pas eux qui ont fait les choix industriels. En plus, c'est toute une main-d'œuvre à reformer parce que quand vous êtes ingénieur et que vous avez bossé pendant des années sur des moteurs thermiques, vous ne passez pas au moteur électrique du jour au lendemain. C'est un autre univers, quelque chose de 100% différent. Et troisièmement, petit aspect intéressant sur la Chine et la stratégie. La Chine est très intéressée par le véhicule électrique, déjà parce qu'il y a des problèmes de pollution à Shanghai ou à Pékin, mais aussi parce qu'ils détiennent 1/3 des capacités mondiales de lithium, 2/3 des capacités de fabrication de batteries aujourd'hui. Donc, un constructeur comme BYD, qui va essayer d'arriver sur le marché norvégien, là, ils ont l'ensemble de la chaîne de production, ce que n'ont pas d'autres constructeurs. Et BYD, ils sont déjà en France, ils font des bus à Beauvais. Donc,
il y a une vraie question industrielle à se poser et pas seulement la Chine, c'est là-bas, c'est loin, ça se passe ici déjà. C'est un peu ce que je voulais dire, si je peux rebondir sur ce qu'a dit Andy. Dans les années 80, j'ai connu la peur de l'arrivée des Japonais qui copiaient nos voitures et on s'est bien débrouillé en les obligeant, en les taxant à l'importation et en les obligeant à fabriquer les voitures ici finalement, puisque Toyota fabrique en France, etc. Sauf que la grosse différence aujourd'hui, c'est ça, c'est que eux, ils ont la capacité de production avec les batteries. MG, ils fabriquent 300 000 bagnoles électriques et MG, c'est pas le plus gros. Donc, ça veut dire que s'ils débarquent en France avec 1000 bagnoles la première année pour rigoler, et que ça part comme des... Ils sont capables d'en amener beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on saura protéger notre industrie de la même façon en disant aux Chinois, OK, on vous met des taxes de ouf à l'importation, du coup, votre MG à 30 000, elle en coûte 40. Est-ce qu'on va faire la même chose pour les obliger à produire chez nous? Mais en tout cas, eux, ils ont la capacité de production. Volkswagen annonçait pouvoir produire 100 000 ID cette année. On voit ce que ça donnait. 200 000 l'année prochaine, je me disais, OK, il faut qu'ils s'assurent l'approvisionnement des batteries en Chine, quoi, hein. Ils l'ont tous fait, hein. Peugeot passe des accords avec Dongfeng, Nissan a des batteries chinoises aussi, voilà, quoi. Très bien. Steph voulait dire quelque chose. Oui, je disais, bon, comme je te l'avais dit au cours d'un mail, moi, j'avais aucune connaissance du marché chinois, enfin des véhicules chinois qui étaient sortis. Donc, je me suis un petit peu intéressé aux différents modèles que tu as présentés. J'ai regardé aussi les ventes qui ont été faites en Europe en 2019 et Volkswagen représentait 24% des ventes. C'était le top en Europe, c'était Volkswagen. Et j'ai recensé tous les véhicules asiatiques, donc les Hyundai, enfin tout le reste des véhicules asiatiques, Honda, etc. Et on arrive à un chiffre de 24% aussi. C'est-à-dire qu'en 2019, on a vendu autant de Volkswagen. Alors, bien sûr, on parle tout confondu, hein, thermique et électrique. Donc, on a vendu autant de Volkswagen que de véhicules asiatiques. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain patriotisme économique que les gens ne sont pas prêts à délaisser dès demain. Zoé marche très bien. Alors, effectivement, ce n'est pas un SUV, hein, ça ne fait pas compétition avec avec MG. Alors, pour moi, MG n'est pas un véhicule cohérent parce qu'il n'est pas cher. Mais pour moi, il n'est pas cohérent parce que, comme le disait, je ne sais plus qui le disait, c'était Tesla Alsace, c'est Marc, c'est ça? Un SUV avec aussi peu d'autonomie. Voilà, que ce soit une citadine, OK, on le recharge chez soi, on le recharge au bureau. Là, un SUV, alors, on parlait de la philosophie de se balader en SUV en ville. Pour moi, ça a une certaine incohérence. Bon, après, c'est plus un véhicule familial. Donc voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention au marché chinois. Il y a quelqu'un d'ailleurs sur le chat là en direct qui m'a appris que c'est Jag. Il m'a dit qu'il y avait 486 constructeurs de véhicules électriques en Chine en 2018. 486. Donc, il conclut en disant forcément, il y en a peut-être un ou deux qui va s'imposer, certainement, certainement. Mais je pense qu'il faut aussi faire confiance à ce patriotisme économique en prenant quand même au sérieux l'arrivée des Asiatiques. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le MG, c'est vrai que c'est incohérent d'utiliser un SUV en ville, mais j'ai l'impression que le marché demande ça. C'est-à-dire ils s'en fichent que ce soit incohérent, mais ils veulent un sentiment de sécurité. Ils veulent être au-dessus de la route et pour que ça, ils sont prêts à rouler avec un SUV en ville. C'est comme ça, c'est le marché. Est-ce que toi, Jérôme, Électron Libre, tu serais prêt à acheter un jour un véhicule électrique chinois? Ouais, précise, hein, parce que j'en ai déjà 4. Ouais. Un véhicule électrique chinois, alors moi, le problème qui va se poser, c'est deux choses. D'abord, le réseau de recharge. Donc, pour une citadine, ça ne pose aucun problème puisqu'on charge chez soi. Donc, quelle que soit la marque ou le modèle du véhicule qu'on achètera, ça ira très bien. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le SAV. On a déjà ce problème-là avec Tesla, qui a un SAV assez difficile à joindre. Et qu'en serait-il des véhicules chinois puisqu'ils ne sont pas implantés en France? Donc, il n'y aura pas de concessionnaire.
Et bon, le SAV, Noroto et compagnie, on sait à peu près ce que c'est. Donc, moi, je serais plus pour acheter quand même un véhicule avec un vrai SAV et une vraie implantation en France, quoi. Donc, voilà. Tesla est en train de se développer, ils font des efforts. Pour l'instant, c'est très compliqué pour eux. Il faut espérer que ça va s'arranger. Renault, ils ont un outil en or. Ils pourraient avoir un réseau de recharge fantastique s'ils ouvraient leurs bornes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qu'ils ne font pas pour le moment. Mais s'ils faisaient ça, ils seraient les leaders du marché. Donc voilà, moi, ma pensée, c'est il faut penser à pas seulement le véhicule qu'on achète, mais également le service qui va derrière et la possibilité de pouvoir rouler avec. Ça, c'est très important. Très bien, merci Jérôme. Alors, j'ai pas mal de mains levées. Je ne sais pas si c'est des gens qui ont oublié de baisser la main ou pas. Christophe, peut-être tu veux dire quelque chose? Ouais, juste pour là mentionner une réponse sur le chat. LD qui dit « Rappelez-vous de Nokia, premier vendeur de téléphone ». Et juste après, on a Steph Bach qui dit « Kodak et l'arrivée du numérique dans l'univers de la photo ». Donc voilà, juste pour faire un clin d'œil sur ces réactions. Ouais, merci pour remonter ça. Steph, tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon. Non, Marc, pas du tout. J'ai un problème pour décocher ma main, en fait. Quand je mets sur la main, je me mets un œil. Alors, Marc, un problème pour décocher? Non? Vas-y. Non, je voudrais intervenir rapidement. L'AMG, vous savez que ça veut dire Maurice Garage au passage, c'est amusant. À 23 000 et des poussières d'euros. Si vous regardez la puissance de la batterie, enfin la capacité de la batterie, pardon, 44,5 kWh. Si vous regardez l'autonomie, 263 km. Moi, je dirais que pour acheter chinois, j'attendrais d'avoir une autonomie de 500 km. En fait, j'ai fait le même raisonnement quand j'ai acheté Tesla. Le critère pour moi, c'est dépasser les 500 km. C'était un critère psychologique, en fait, pour pouvoir être tranquille. Deuxième critère, c'était le réseau de recharge. Et avec Tesla, on est tranquille. On ne se pose pas la question de traverser la France. On ne se pose même pas la question de traverser l'Europe. Donc, le marché chinois, il est dangereux pour les Français, enfin pour les Français, pas pour les clients français peut-être, mais pour l'industrie française, parce que c'est des prix très attractifs. Mais par contre, effectivement, au-delà du service après-vente et du prix, la faible autonomie, c'est ce qui peut encore freiner certains acheteurs, en tout cas les acheteurs comme moi. Voilà. Ok, merci Marc. Andy, tu voulais rajouter quelque chose? C'était juste deux petits rebonds. Oui. D'abord, pour Christophe, tu as cité le Nokia. Et c'est vrai que Herbert Diess, le patron du groupe Volkswagen, qui est très menacé en ce moment et qui a des gros problèmes avec son board, a cité Nokia comme l'exemple. Et je pense que ce monsieur a raison de le citer comme Volkswagen et comme tous les grands groupes automobiles européens et mondiaux est potentiellement en danger. Mais là, le board n'est pas prêt à entendre ça. Et pour l'instant, il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à entendre ça. Deuxièmement, on a parlé des 300 et quelques marques chinoises. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des très, très grosses incitations du gouvernement chinois autour de 2017-2018, puisqu'ils voulaient mettre en avant la filière électrique, etc. Il y a beaucoup de constructeurs qui se sont créés. Ils ont tous touché l'échec du gouvernement chinois. Et puis, il y en a les trois quarts qui n'ont jamais fait une seule voiture et les gens ont disparu dans la nature avec le chèque. Donc, ça, c'est aussi une explication sur la non-consolidation du marché chinois. Et troisièmement, MG, le petit argument supplémentaire qu'ils ont par rapport à iOS, à BYD, etc., c'est qu'ils ont MG. Et MG, c'est une marque quelque part chez les gens qui connaissent l'automobile et qui aiment ça d'origine. Ça évoque des petits cabriolets sympas des années 60-70. Et ça peut être un petit argument. Les gens ont oublié, ils ne savent pas que c'est chinois, ils se disent que c'est anglais, etc. Pourquoi pas? Ça peut passer auprès d'une clientèle pas forcément au fait des enjeux. Très bien, merci Andy. Pour terminer sur le sujet, après on passe au prix des voitures électriques. Pierre? Oui, je voulais juste préciser que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, que ce soit chinois ou pas chinois, bon Tesla c'est particulier, mais vraiment la question, je pense, fondamentale pour les Français, c'est déjà, s'ils n'ont qu'une voiture, je pense que le problème est réglé. Ils ne prendront pas une voiture électrique, que ce soit chinois ou même 208, parce qu'ils vont vouloir voyager l'été. Donc, ils ne sont pas encore, et je peux le comprendre,
Ils se disent pas, voilà, je peux avoir une voiture électrique pour l'année, aller au travail, et puis l'économie que je vais faire en ne dépensant plus d'essence, je le mets dans une voiture de location pour les vacances, par exemple. Ça, c'est faisable, ça pourrait se faire. Mais je pense que les gens n'ont pas ce réflexe. Donc, on passe en voiture secondaire, déjà, ce qui veut dire que déjà, deuxième voiture du foyer, aller sur une voiture chinoise sans, comme vous l'avez tous dit, pas de SAV. Et je pense qu'en premier lieu, ils vont quand même rester concentrés sur les véhicules français, on va dire, sachant que Electron Libre l'a dit, je ne comprends pas pourquoi les Français ne se sont pas attelés à développer un réseau de recharge, quoi. Surtout Peugeot qui a considéré que c'était l'État qui devait financer ça. D'où leur est venue cette idée, j'ai du mal à comprendre. Et maintenant, ils sont un peu dans la panade, quoi. Et en plus, on a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'entre un véhicule chinois, donc déjà deuxième voiture, et un Captur hybride rechargeable, même prix, honnêtement, enfin même prix, ouais, c'est peut-être un peu plus cher. Je pense qu'il n'y a pas photo à l'heure actuelle, pour les Français. Jérémy, on t'écoute. Oui, on n'a pas parlé de la Xpeng chinoise que tu as fait voir. Oui. C'est des véhicules qui touchent vraiment ce que c'est faire Tesla, qui sont un peu plus haut de gamme. Mais si ce genre de véhicule arrive chez nous, et je ne vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas, à ce moment-là, ça risque d'être vraiment le game over pour quelques-unes des anciennes marques automobiles européennes. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir réussir à s'en sortir quand les autres vont arriver. Après, c'est sûr que l'on dit il va y avoir, avec le passage à l'électrique, des pertes d'emploi, tout ça. Mais c'est comme chaque transition technologique fait ça. On parle tout le temps de Kodak, et à chaque fois, je prends l'exemple des gens qui développaient les photos. Tu avais un développeur de photos numériques, de photos argentiques sur papier, à tous les coins de rue, il y en avait de partout. Tous ces gars-là, ils ont tous mis la clé sous la porte en, 3 à 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un vient pleurer les dizaines de milliers d'emplois dans le développement de photos? Personne. Par contre, depuis qu'il y a la photo numérique, il y a plein de jobs qui se sont créés, les Photoshop et compagnie, plein de designers, de web graphistes qui ont émergé avec ces nouvelles technologies. Et pour moi, ça sera exactement la même chose. On ne sait même pas ce que dans 5 ans, quels seront les métiers, quels seront les outils qui seront à notre disposition une fois qu'il y aura des voitures 100% électriques. Donc le gars qui bricole dans son garage aujourd'hui, qui a les mains dans le cambouis et qui respire de l'essence, qui n'a pas un boulot hyper gratifiant. Désolé, comme je suis pas fan de voiture, pour moi, c'est hyper archaïque déjà de bricoler sa bagnole comme ça avec les mains dans l'huile. Ce gars-là, s'il aime la mécanique, peut-être qu'il va se lancer, et puis les nouveaux vont se lancer dans les énergies renouvelables, dans l'installation de panneaux solaires, de Powerwall, de domotique, je ne sais trop quoi. Donc, il y aura un transfert de technologie, un transfert d'emploi qui va se faire. Ça me paraît évident. Et on a parlé de la NIO tout à l'heure. Non, je ne crois pas qu'on ait parlé de la NIO, mais le marché chinois aussi, cette voiture qui a la possibilité de faire du battery swapping. Vous parliez des réseaux de recharge. Si NIO arrive en Europe et qu'ils se mettent aussi à créer leur propre façon de recharger ou de swapper les batteries, je pense que ça aussi, ils seront capables de le faire. S'ils sont capables de le faire en Chine, ils seront capables de le faire en Europe. Et pour les constructeurs comme MG qui aujourd'hui n'ont pas de concession, n'ont pas de gens pour s'occuper de leur voiture, je ne pense pas qu'ils soient plus bêtes qu'un autre aussi. Et à mon avis, quand le marché sera prêt à les accueillir, ils mettront en place des rangers comme Tesla ou peu importe. Les Chinois sont très pragmatiques et ils sont loin d'être bêtes. Ils sont 1,5 milliard. Donc, il va falloir être très costaud pour arriver à leur survivre, à mon avis. Oui, tout à fait. Moi, c'est un peu ça me fait peur parce que j'ai l'impression que je revis avec l'automobile ce que j'ai vécu avec mon téléphone portable. J'avais un Nokia, puis l'iPhone est passé, constructeur américain, ça y est, je passe à l'iPhone, je passe à la Tesla. Et maintenant, j'ai trouvé que l'iPhone, c'était trop cher et puis qu'il n'y avait pas vraiment de différence avec un Huawei. Et maintenant, j'ai un Huawei. Alors, je me dis, mince, est-ce que je ne prends pas le même chemin avec le véhicule électrique? L'avenir nous le dira. Voilà, merci à... Oui, et le spatial.
Non, tu me fais penser au spatial aussi, parce Le que spatial, ouais. ils sont allés se poser sur la face cachée de la Lune, ce que les Américains avaient encore jamais fait, quoi. Donc, ils sont très forts, et ça fait depuis les années 70 qu'on dit le péri jaune, quand la Chine s'éveillera, bah voilà, ça arrive. Hein, Le monde tremble, ça y est. Bon, très bien. Merci à tous pour vos avis sur le sujet. On va passer au deuxième sujet. Le prix des véhicules électriques sont-ils toujours trop chers? Alors, je vais essayer, j'ai fait un tout petit PowerPoint, je vais essayer de vous le partager. Tchac. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez là, c'est bon? C'est drôlement bien préparé en tout cas. Ah, merci, c'est gentil. Alors, bonus écologique, il a augmenté. Il est passé de 6 000 à 7 000 euros. On n'a plus que 3 000 euros de bonus entre 45 000 euros et 60 000 euros. Et on n'a rien du tout au-delà de 60 000 euros. Donc voilà, ça a un petit peu changé, mais ça a un peu augmenté. Ça a augmenté de 1 000 euros. Donc on a tout un tas d'articles qui sont sortis parce qu'en plus de ce bonus écologique, on peut cumuler pas mal d'aides. Il y a Caradisiac qui nous a fait un titre en nous disant même qu'une voiture électrique quasiment gratuite, c'était possible. Alors sous certaines conditions, ils ont pris par exemple l'exemple d'une Skoda Citigo Ambition, donc qui coûte 21 000 euros au départ, et avec le bonus, et avec une prime à la casse, et avec une prime du Grand Paris, et avec une prime ZFE, zone faible émission, et bien finalement on peut se payer une voiture neuve pour 3 768 euros. Donc attention, dans certaines conditions, il ne faut pas être imposable ou très peu. Mais pour certaines personnes, c'est possible. On a, au-delà de ce bonus, des nouveaux arrivants. Donc, on parlait des véhicules chinois, mais on a aussi Dacia qui va sortir des véhicules moins chers, des véhicules électriques moins chers. Bon, alors attention, avec une autonomie limitée. Mais il prévoit un prix inférieur à 20 000 euros pour 2021. A priori, je pense que c'est hors bonus écologique. Donc voilà, on a vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus d'aides, que les constructeurs essaient de sortir des véhicules toujours moins chers. Là, j'ai le cas de l'e-up, sans parler de primes zone faible émission, etc. On peut l'avoir pour 11 740 euros si on remet une voiture à la casse. Est-ce que c'est encore trop cher, 11 000 euros pour une e-up? On va essayer d'en parler tous ensemble. Alors, qui veut commencer? Est-ce que quelqu'un se lance? Non, personne? Ok, allez Christophe. Merci Christophe. Ouais, ce que tu dis, je pense qu'on peut faire une transition avec ce qu'on disait tout à l'heure. Une e-up à ce prix-là, c'est vrai que c'est pas cher, mais il faut voir pour quel usage, quoi. Alors, pour quelqu'un qui faisait peut-être beaucoup de routes, mais pas forcément des très longs trajets, ouais, ok, peut-être que ça aurait du sens. Mais alors, je me rappelle pas qui disait ça. Est-ce que c'était toi, Pierre, qui rappelait le fait que il y a quand même pas mal de gens qui, au final, doivent avoir une voiture et doivent partir en vacances avec la voiture. Donc, ouais, une IE pour remplacer une petite voiture dite citadine, ouais, pourquoi pas. Mais après, il reste beaucoup de gens qui vont avoir, par exemple, une 308, une C4 d'occasion, qui vont toucher normalement à 10 000 euros, entre 10 et peut-être un peu plus, 10, 13 000 euros. Aujourd'hui, ils vont un peu se poser la question de où ils vont pouvoir aller, quoi. Merci Christophe. Steph, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors on parle de prix avec toutes ces aides régionales, prime à la casse. Je pense qu'il faudrait essayer aussi de faire raisonner les gens en coût de possession et non en coût d'achat, parce que on le voit tous, on est tous utilisateurs de véhicules électriques, on sait que en termes de coût d'utilisation, une fois le véhicule acheté, c'est quasiment rien. Il n'y a pas cette fameuse vidange, il n'y a aucun service obligatoire imposé notamment par Tesla.
avant je ne sais plus combien de kilomètres. On fait des économies sur les plaquettes de frein parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures quasiment sont à frein régénératif. Donc, on use moins de plaquettes, on use toujours autant de pneus, bon, voire plus sur certains modèles. Mais voilà, je pense que c'est une composante qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens, c'est que le prix, effectivement, à l'achat est peut-être un petit peu plus important, mais le coût d'utilisation, il est vraiment très faible, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais, le prix de 100 km en électricité, c'est dérisoire et c'est comme le carburant, c'est un gros poste de dépense, il faut vraiment le prendre en compte dans le calcul. Pierre, Tesla Alsace, je te donne la parole, on t'écoute. Moi, je voulais juste dire qu'à l'heure actuelle, avec les aides qu'il y a, si les gens n'achètent pas de voitures et véhicules électriques, honnêtement, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont en acheter, quoi. 7 000 €, c'est bon, enfin, c'est phénoménal comme aide pour une voiture qui fait 20-25 000, c'est 20-25% du prix d'achat. Donc, je pense l'État peut pas plus inciter plus les gens à acheter une voiture électrique à l'heure actuelle. Je pense que les Zoé se vendent bien. Le problème, c'est que déjà, les gens aussi sont pas bêtes, hein, ils ont un vieux diesel à redonner, ou même, je crois que c'était même jusqu'à 2011, si tu as 3 parts, c'était une famille avec 2 enfants, ça fait 3 parts pour la prime à la conversion, c'est bon, il y a pas mal de familles qui pourront utiliser, donc ça fait 12 000. Il y a quand même de quoi faire. Ce qui paraît, c'est les 3/4 de la population. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, c'est quand même, je veux dire, là, c'est unique, quoi. Et le problème, c'est que je pense que fin août, la première conversion, c'est fini. Les 200 000 voitures, ça sera fini. Donc, ça va pas être non plus quelque chose qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Mais moi, je pense que oui. Les gens, s'ils arrivent à avoir ce raisonnement, OK, coût d'utilisation, je vais gagner tant par an, hop, je loue une voiture pour aller en vacances, franchement, ils y gagnent. Après, mentalement, dans l'état d'esprit, c'est différent. Alors, je peux rebondir là-dessus, si vous me permettez. Vas-y, Jérôme, vas-y. Ouais. C'est que souvent, les gens, on leur a vendu la voiture électrique comme citadine. Du coup, ce qui se passe, c'est que les gens se disent je ne peux pas acheter une voiture électrique parce que je n'ai pas de prise chez moi, parce que j'habite en ville. C'est souvent le cas de gens qui habitent en appartement. Or, en fait, c'est faux. La voiture électrique n'est pas une voiture cantonnée à la ville. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 3/4 de la population qui habite dans des villages, dans les campagnes, peuvent avoir une voiture électrique pour le quotidien, se charger chez eux, ne même pas avoir besoin jamais de l'avis d'une borne. Moi, j'habite en ville, mais en pavillon. Ma voiture électrique, ma Smart électrique, par exemple, ça fait 6 ans que je l'ai. Entre parenthèses, la durée de vie de batterie, moi, j'ai une Citroën C0 qui a 9 ans. J'ai toujours la même autonomie qu'au début. Ma Smart électrique a 6 ans. J'ai toujours 145 km d'autonomie, faisant 60 km par jour, ça me va parfaitement. Donc déjà ça, il faut savoir que pour aller d'une ville à une autre, située à 40 km l'une de l'autre, aller-retour, n'importe quelle voiture électrique fera le job et c'est des sacrées économies de carburant, ça paye intégralement la voiture. Une facture d'électricité mensuelle pour une voiture dite citadine, c'est environ entre 25 et 30 € d'électricité par mois. Quand on dépense, moi j'ai habité à la campagne un certain temps et je faisais 80 km par jour aller-retour pour aller au travail, ça me coûtait 200 € d'essence tous les mois. Quand on passe de 200 € à 30 € d'électricité, ça paye la voiture complètement. Surtout qu'il n'y a plus effectivement de révision, l'usure des pièces est moindre. Et les pneus, moi, ma Smart, là, elle a 80 000 bornes, les pneus sont d'origine, ils ne sont même pas usés. Enfin, c'est pour vous dire, voilà, il faut vraiment réfléchir en termes de… Ça n'est pas cantonné à la ville. Une voiture électrique peut aller de ville en ville, de banlieue à banlieue, sans aucun problème. Après, c'est vrai que c'est plus difficile quand on habite en appartement. Maintenant, il y a le droit à la prise, mais ça reste quand même assez compliqué, surtout si la voiture est garée dans la rue. Là, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais voilà, pensez aux gens qui habitent dans les milieux ruraux et qui habitent dans la banlieue parisienne. Sans aucun problème, on peut acheter aujourd'hui un véhicule électrique. On n'aura jamais besoin d'une borne. Voilà. La statistique, c'est 55% de personnes qui habitent en logement individuel en France. Donc, ils pourraient avoir une prise chez eux.
Parce qu'une simple prise fait l'affaire. Hein. Moi, je n'ai pas de prise particulière chez moi, sauf pour la Tesla, bien sûr, qui, elle, a une prise 32 ampères dédiée. Mais pour ma Smart, je la branche sur une prise tout à fait classique. Bien sûr, une prise quand même avec du gros fil derrière, hein, pas, voilà. Mais c'est une prise normale. Il n'y a pas besoin d'une box ou quoi que ce soit. Donc, Jérôme, tu as raison. Je conforte ton raisonnement. Ce qui compte, c'est le coût d'utilisation. Mais le problème, c'est que pour faire des économies avec une voiture électrique, bien souvent, il faut payer cher au départ. Et donc, la capacité d'investissement, bien souvent, on ne l'a pas. Et c'est également un frein. Mais c'est vrai que c'est une culture. Moi qui, depuis 1 an, conduis maintenant en électrique, effectivement, eh bien, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pratiquement pas de consommation en énergie, en carburant, en électricité. Et donc, c'est un moyen de transport formidable. Mais il faut franchir plusieurs caps psychologiques et surtout avoir les capacités de payer, si on achète du neuf, un prix qui est en général plus élevé que le prix qui est affiché derrière moi. Là. Alors, c'est là que l'État devrait intervenir sur des aides à l'accession à la voiture électrique pour des gens à faible revenu, justement. Plutôt que de faire des gros bonus qui profitent à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent, l'idéal, ce serait de privilégier les gens à petits revenus et de leur faire une aide à l'accession de la voiture électrique sous forme d'un crédit qui leur coûterait presque rien et qui équivaudrait à leur consommation d'essence. Très bien. Il y a Andy qui lève la main depuis longtemps. Allons-y, échangeons, il n'y a pas de souci. Non, je vais aller dans votre sens, hein, évidemment, messieurs. On a un problème culturel parce que je suis désolé, là, aujourd'hui, on nous donne quasiment 10 000 euros pour acheter une voiture électrique et peu de gens le font. Donc, il y a un problème. Donc, c'est pas le prix le problème, c'est pas la question. Moi, je suis journaliste auto, donc il y a plein de gens qui me demandent quand je parle à des copains en soirée, machin, etc. On me dit, ouais, mais la location de la batterie, ça existe quasiment plus, mais les gens ne le savent pas. Oui, mais les bornes, elles sont où, etc. Il y a une annonce absolument désastreuse qui a vraiment joué un rôle terrible il y a quelques semaines, c'est Ionity. Ionity, qui nous sort que maintenant, une recharge, ça va être le prix d'un plein d'essence. Vous imaginez les gens ce qu'ils se disent? Ils se disent, dans 5 ans, tous les recharges qu'on va faire, ça va coûter le prix d'un plein d'essence. Alors pourquoi je m'achèterais une voiture électrique? Sans compter le scandale Easyvia. Ouais. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. Et donc, on est dans un truc où, c'est vrai, hein, je suis d'accord avec vous. Vous regardez la sociologie des gens qui achètent des Zoé. Quand vous parlez avec les gens de Renault, ils vous disent, c'est un couple de retraités qui va chercher le pain, déposer les petits-enfants à l'école, et qui revient et qui fait toujours le même trajet. La voiture est branchée quasiment en permanence. Ça le fait. Les gens ne payent plus d'essence, ils sont contents, sauf que peu de gens le savent. Et donc, par exemple, parmi les instruments qu'on pourrait mettre en place ou auxquels on pourrait réfléchir, effectivement, là j'abonde dans le sens de Jérôme, il y a le PTZ, donc le prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule électrique. Très bien, merci Andy. Christophe a levé la main et je passe la parole à Steph ensuite. Alors, juste avant moi, je crois savoir que Seb a essayé de lever la main plusieurs fois. Ah, pardon. C'est pas grave. J'ai essayé. Non, vas-y. On t'entend pas, Seb. On t'entend pas. T'as mis sur mute. Je ne sais plus comment on lève la main. Je ne plus la petite main. C'est bon. C'est pas grave. Vas-y, moi, ça fait 7 ans que je rencontre les 3 mêmes freins globalement. Hein. Prix, autonomie, recharge. Alors, pour moi, recharge, il y a un vrai problème, hein, que ce soit en recharge en copropriété, recharge sur la voie publique avec Easyvia, etc., tout ce que vous voulez. Prix, autonomie, j'essaye de me battre un peu avec ça en expliquant que ça se contourne comme frein. Autonomie, pour tous les jours, ça suffit. Et puis, si on veut aller plus loin, il y a moyen de faire autrement. Le prix sera toujours trop cher pour certains. Là, je peux pas, je veux dire, il y a des gens, ils peuvent mettre que 3000 balles dans une bagnole. À ce prix-là, il n'y a pas grand-chose. Mais je pense qu'il y a des freins aussi sociologiques ou psychologiques, comme disait Andy. C'est que je pense qu'à prix égal, dans la tête des gens, une voiture électrique, c'est moins bien. Ils ont ça en tête. Faut les faire monter dans une voiture électrique pour qu'ils comprennent que c'est coupleux, c'est puissant, ça avance, c'est silencieux, c'est du plaisir, c'est agréable. Et cette dimension plaisir, on la vend pas aux gens. On leur vend, il faut l'acheter la voiture. Tu as l'impression qu'on leur met un fusil sur la tempe, il faut l'acheter, bilan carbone, COP de Paris, machin. Comment tu veux donner envie à quelqu'un de faire quelque chose avec une motivation négative comme ça?
Donc moi, je me bats depuis 7 ans pour faire essayer la bagnole aux gens. Putain, mais tu montes dans une Tesla, c'est bon, tu as la banane et tout le monde le voit, quoi. Je veux dire, mais même dans une Zoé, tu montes dans une Zoé, première accélération, tu as la banane. Donc il y a ça. Quotidiennement en Smart, je m'éclate avec. Bah, j'ai adoré, c'est une de mes préférées, la Smart ED. Ouais. Donc il y a cette dimension psychologique, je pense qu'il faut que les gens ils se renversent leur paradigme dans la tête, c'est qu'ils sont persuadés que d'une part la voiture électrique c'est moins bien et que d'autre part on veut les obliger à l'acheter. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut qu'on agisse aussi sur ces freins psychologiques. Juste petite parenthèse, la Leaf i+ en pneu éco sous la pluie, faut se battre avec, c'est pas facile. Et je te rassure, la e-Soul 64 avec les pneus en bois Nexen, tu peux même pas de problème, c'est une tenue de route de sous-marin atomique. Et on en parle du Kona alors? Même combat. Même combat. Du Corona. Alors là, ça taille sur les modèles là. Christophe, je te donne la parole et je donne la parole à Steph. Tu as le micro coupé, Christophe. Voilà, donc 2 points. D'abord, le véhicule électrique d'occasion, on n'en parle vraiment pas assez, je pense. Et je pense que tous les gens qui s'intéressent aujourd'hui à l'électrique vont spontanément sur le neuf parce qu'ils se disent si je vais sur l'occasion, je n'aurai pas les 6 000 ou 7 000 euros de bonus. Il y a des collègues qui me disent ça. Mais je leur dis, en fait, la personne qui l'a eu avant toi, le véhicule d'occasion, il a eu les 6 ou 7 000 euros de bonus. Et quelque part, il t'en fait bénéficier. Donc, il faut le garder en tête. Et moi, un des véhicules dont je parle beaucoup autour de moi, parce que les gens ne le connaissent pas, c'est le Hyundai Ioniq, qui est une bonne valeur parce que petite batterie, mais autonomie, on va dire, bonne par rapport à la taille de batterie, recharge rapidement. Et quand on est à l'intérieur, franchement, ce n'est pas un intérieur au rabais. Et on peut en trouver à des prix qui commencent à être un peu raisonnables, quoi. Et quand après, on prend en compte le coût de possession, comme le disait Steph, je crois, je pense qu'on a tout bon. Donc, premier point. Et deuxième point, beaucoup de gens, quand ils me parlent de la Tesla, pensent que je l'achète pour faire des économies par rapport à une voiture équivalente. Mais en fait, non. Le fait que ce soit une voiture où on a moins de maintenance, pas de coût de carburant, c'est juste que ça me donne la possibilité d'avoir une voiture comme ça. Une Audi A4, une BM série 3 ou quoi, mais jamais je ne l'aurais acheté parce que pour moi, ce serait juste un gouffre financier. J'ai un voisin qui a une Mercedes classe C, il me dit que chaque révision, c'est 1 000 euros, quoi, 1 000 euros par an. Donc ça, c'est juste... Sans compter la consommation de carburant sur ces voitures-là. sans compter ça, quoi. Mais moi, mes critères pour passer à l'électrique et pour... Alors, je suis peut-être en train de sortir un petit peu du débat, mais c'est comme tu le disais tout à l'heure, le plaisir et la volonté de aller vers la transition énergétique. Et je pense que ces 2 arguments, il faut que les gens ils rentrent dans le véhicule et qu'ils testent pour voir qu'il n'y a pas que le prix. Voilà. Et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, moi, sur ma chaîne, justement, j'ai une rubrique qui s'appelle « Les véhicules électriques à tout prix » où je montre que pour un budget d'environ 5 000 euros, on peut se payer une voiture électrique d'occasion. C'est le prix que j'ai payé, la C0 de mon fils. On l'a payé 4 950 euros. Et c'est une voiture qui est en parfait état de marche. Et quand on fait le calcul, en fait, avec les économies qu'on fait, c'est comme si on avait acheté une bagnole à 2 000 euros. Hein. Donc, vraiment, c'est formidable. Alors oui, OK, on ne peut pas partir en vacances avec, mais ce n'est pas une voiture qu'on a achetée pour ça. Une voiture, quand on l'achète, il faut savoir à quoi elle va servir. Si c'est une voiture pour le quotidien, pour aller au travail, c'est largement suffisant, largement. Steph, Tesla 3, c'est à toi. Oui, c'était juste une remontée du chat qui était en cours sur YouTube. Oui, Steph Bach qui dit « J'ai plusieurs amis qui bossent chez Renault et Peugeot et de mémoire de commercial, ils n'avaient jamais vu cela pour les véhicules électriques. » Donc, est-ce qu'il y a une prise de conscience et que les gens veulent profiter absolument des aides proposées par l'État? Voilà, c'est peut-être bon signe. C'est bon signe. Et ils font enfin des voitures jolies. Jusqu'à présent, les voitures électriques, c'était moche. Jérémy, Tesla Riviera, à toi. Oui, on parle là des commerciaux qui commencent à être un petit peu surbookés par rapport à ça. J'ai 2 amis qui, là, à quelques jours d'intervalle, récupèrent une, elle a récupéré la 208 électrique, et un autre qui est plus âgé, qui a plus de 70 ans et qui a pris un Kona. Et j'ai mes voisins qui sont en Yaris hybride, ils ont eu 2 Yaris hybrides, et ils s'intéressent maintenant à passer au Kia e-Soul. Depuis
que je suis là-dedans, c'est les premières personnes que je connais qui passent à l'électrique de mon entourage vraiment proche. Et j'ai plein d'amis qui maintenant commencent à se dire, OK, je suis commercial, j'ai une enveloppe de X par rapport à ma boîte, et je peux prendre une Tesla pour le même prix parce que les révisions, le ci, le là, l'essence, une Tesla, finalement, ça couvre le coût. Donc ça, je pense que maintenant, on commence à en parler. Les médias commencent un petit peu moins à se moquer de la voiture électrique aussi. L'histoire que Elon Musk et Tesla, maintenant, ça fonctionne, on s'en moque encore moins. Donc il y a une prise de conscience que peut-être c'est éventuellement crédible et que ça ne va pas faire faillite et que ce n'est pas simplement une mode. Et le dernier point, c'est, on parle de l'écologie. Moi, je suis venu par le côté écolo. Ça m'a coûté beaucoup plus cher de la première Leaf par rapport, j'avais une 207 diesel, je roulais quasiment pas. Donc, ça m'a coûté plus cher. Mais étant écolo, je voulais la voiture électrique avec la voiture qui, à l'époque, dans la pub, elle sauvait le petit ours blanc sur la banquise de la Nissan Leaf. Mais moi, maintenant, je m'en fous si c'est écolo, en fait. Tant mieux, la plupart des gens s'en foutent de l'écologie. Le seul truc, c'est le portefeuille, c'est la monnaie. Et le mec qui est bagnolard dans l'âme, qui avait des trucs V8, machin, qui consommait à mort, s'il s'éclate en achetant une Model 3 Performance, vas-y, il s'en fout le mec de l'écologie. C'est pas du tout son dada. Il y a des gars dans le groupe PACA avec qui je fais de temps en temps des sorties et des vidéos, ils s'en foutent complet, quoi. Eux, ils veulent une voiture qui envoie du pâté et qui s'éclate avec, et qui customise, et qui met du carbone et du machin et du style là, et qui peuvent rentrer dans les informations de la voiture pour savoir toutes les données. Mais le mec, il n'en a rien à foutre de l'écologie. Et je pense qu'on va aller vers ça maintenant. On est passé d'une niche de 3-4% de gars qui avaient les moyens et qui avaient la fibre écolo à maintenant du mass market. Monsieur, madame, tout le monde va acheter une voiture électrique parce qu'il sait très bien que dans 3 ans, il ne pourra pas revendre sa voiture thermique. Ça vaudra peanuts sur le marché de l'occasion. Ça vaudra rien. Et alors, une petite question aussi que les gens se posent, c'est est-ce qu'une voiture électrique est facile à revendre? Donc, moi, j'en ai possédé beaucoup des voitures électriques et je n'ai jamais eu de difficulté à les revendre. Et alors, je peux vous dire même que je les ai revendus beaucoup plus facilement que les thermiques que j'avais. Donc, déjà, au niveau du marché de l'électrique, comme il n'y en a pas énormément en occasion, ça se revend très bien, il faut le savoir. C'est un investissement qui est… Je te le dirai dans pas longtemps parce que mes parents revendent leur e-Niro pour passer sur le modèle My 20. Donc, j'aurai la réponse. On a mis l'annonce la semaine dernière. Je pourrais répondre aussi à la question de savoir si les voitures électriques se revendent super bien. Et alors après, un e-Niro, c'est quand même un modèle qui est assez cher. Donc là, ça touche déjà une niche un peu plus… Moi, j'ai des petites citadines. J'ai vendu ma Peugeot Ion, j'ai vendu une Citroën C0, j'ai vendu mon Opel Ampera en 24 heures. Enfin, voilà, c'est des voitures qui se vendent très, très bien, mais ça reste dans des prix, on va dire, raisonnables. Bon, l'Ampera, c'était quand même assez cher, mais c'est une sacrée bagnole également. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui hésitent à passer à l'électrique, l'Opel Ampera est une très, très belle passerelle. Oui, exact. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à passer à l'hybride et qui passent très facilement à l'électrique derrière. Pierre, tu voulais parler, Pierre, on t'écoute. Ouais, je voulais juste dire, rebondir un peu sur les médias sans vouloir polémiquer, mais le nombre de reportages que j'ai vus à la télé où, alors on commence en ville, tout va bien, c'est fantastique et tout. La nationale, c'est parfait. Et puis, je vais sur l'autoroute. Alors là, on voit presque les kilomètres du pourcentage de la batterie qui fondent comme neige au soleil. Et puis, pour finalement, le journaliste arrive à la recharge. Soit il lui reste que 1% de batterie et miraculeusement, il arrive à se brancher. Et même avec Tesla, j'ai vu ça sur Automoto, pas le journal, hein, sur TF1, où il arrive à 1% de batterie avec la Tesla, qu'on a pensé, ah ouais, je suis déçu quand même. Ouais, donc et ça rentre dans la tête des gens, ça. Ils gardent ça en tête. Je suis arrivé à moins 0%. Je sais, j'ai vu la vidéo. Je veux dire, les gens gardent ça en tête. Ils se disent, voilà, quand ils vont se coucher, ils gardent ça. Ils gardent pas le fait que la voiture est super à conduire. Ils gardent le fait que quand je vais sur autoroute, je fais 20 km, après, j'ai plus de batterie. Et puis quand je veux recharger, c'est le bordel, sans vouloir être mal poli. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est en train de changer. Je suis d'accord avec Jérémy, c'est en train de changer, ça aussi. La mentalité est en train de changer. Andy, tu avais levé la main. Oui, non, il n'y a pas de souci. On a droit à la critique des médias, c'est bien normal. C'est aussi des logiques différentes et qui sont peut-être difficiles à expliquer ou à acquérir pour nous,
et pour nos lecteurs. C'est-à-dire que typiquement, les consommations autoroutières d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, on est dans une logique différente où en ville, on va moins consommer dans une voiture électrique alors que c'est plutôt l'inverse sur un véhicule classique. On est aussi, alors forcément, on perd nos repères habituels et nous, parfois, on a peut-être mal expliqué ou mal vendu ou mal fait comprendre aussi les bénéfices qu'on avait. La bonne nouvelle, on l'a signalé notamment Jérémy, c'est qu'effectivement, là, on a un pic. Alors, j'attends les chiffres du CCFA de demain qui vont tomber de vente sur juin pour me faire un avis définitif, mais si ça se trouve, on ne sera pas loin de 10% de véhicules électriques là, ce mois-ci. Alors, c'est une question que je vous pose, vous, en tant qu'amateur de véhicules électriques. On a vu que Peugeot a pris une stratégie, c'est de faire une i208 qui ressemble à une 208. On a donc une voiture qui est invisible, entre guillemets. Et je pense que ça a peut-être un effet psychologique parce que la seule marque où aujourd'hui les gens associent véhicule électrique et plaisir et, on va dire, fun, etc., c'est Tesla et c'est la grande, grande réussite d'Elon Musk. C'est qu'il a la marque automobile la plus puissante du monde avec Ferrari, on va dire, dans deux genres tout à fait différents. Moi, je serais intéressé de savoir si pour vous, une voiture électrique, ça doit ressembler à une voiture électrique ou est-ce que ça doit être invisible et est-ce que vous pensez que ça a un impact sur les ventes? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Ben, moi c'est marrant parce que moi, j'ai une Smart électrique. Donc, du coup, une Smart électrique, ça ressemble à une Smart. Et alors là, c'est marrant parce que quand je suis au feu rouge et qu'il y a une BMW à côté de moi, 330D par exemple, et que je le bouffe, là, le mec, il se dit, mais c'est quoi? C'est une Brabus? C'est quoi? Je fais, non, non, c'est une Smart électrique. Et là, le mec, il n'en peut plus, quoi. Et ça, c'est assez marrant. Moi, ma voiture, je l'appelle le slipper parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quelle puissance ça a, mais quand ça démarre, il n'y a rien qui suit. Et ça m'éclate. Donc oui, pour moi, une voiture électrique doit pas forcément ressembler, ça ne doit pas forcément se voir que c'est une voiture électrique. Surtout que les designers ont tendance un peu à se louper en faisant des voitures ils veulent se démarquer en faisant des voitures qui sont atypiques parce qu'elles sont électriques, mais du coup, elles deviennent moches. Donc non, pour moi, une voiture électrique doit être une voiture normale. Et la i208 en est un parfait exemple. Merci Jérôme. Ouais. On a changé de façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant là. Je parle pour la Prius par exemple que tu as eu aussi Jérôme, je crois. Hein. Je parle pour la grenouille parce que la Leaf, il faut le dire, elle était moche la première. Voilà, fallait vraiment vouloir rouler en électrique, fallait vouloir rouler en hybride pour accepter d'être dans une bagnole moche et puis prendre le parti de dire oh, je m'en fous, je suis dedans, je la vois pas. Moi, c'est mon argument de vente. Je disais elle est agréable à conduire. Voilà. Et puis comme toi, Jérôme, quand j'ai eu la Leaf deuxième génération, déjà, tu vois, complètement un design, ouais, tiens, c'est quoi, c'est chouette. J'ai pris un autostoppeur une fois, il n'avait même pas compris que c'était une électrique, il a fallu que je lui explique. Et je m'arrête à côté d'une Subaru et j'ai fait la course jusqu'à 140 et après, il m'a dit, mais c'est quoi? J'ai dit, une électrique. Une hybride? Non, une électrique. Ah putain, ça marche. Donc maintenant, je pense qu'on a passé le cap, quoi. Il faut plus forcément qu'elle soit moche, de préférence. D'ailleurs, Tesla a montré la voie. Oui. Alors justement, je rebondis là-dessus. On comparait tout à l'heure, on a parlé de Nokia, on a parlé d'Apple. Hein. On fait souvent l'analogie Apple, Tesla. Et moi, quand je suis passé, j'ai été possesseur du premier iPhone. Quand Apple a sorti son premier iPhone, c'était quand même rompre carrément tous les codes qui existaient sur la téléphonie. Hein. Nokia il y avait les BlackBerry qui étaient bien à la mode. Hein. Bon, c'est ce qui est devenu BlackBerry depuis. Mais ils ont créé une rupture. Et je pense que Tesla a créé cette rupture. Et c'est cette rupture aussi qui m'a orienté en plus vers Tesla, hein, parce que j'aime le côté très épuré de la chose. Je comprends que ça peut parfois aussi gêner certaines personnes en disant, et souvent on a la remarque, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de tableau de bord sur ton truc. Y a pas... Bon, je pense que c'est une question d'habitude et de s'y faire. Moi, personnellement, j'aime mieux être en rupture par rapport à ce que tous les grands constructeurs comme les Allemands ou les Américains faisaient. Et d'ailleurs, on sent bien que les Allemands n'ont pas encore complètement intégré ça. Hein. On voit la Porsche Taycan qui est un très beau véhicule. Malgré tout, on reste avec la planche de bord à la Porsche. Bon, ils ne veulent pas trop casser par rapport à la 911, mais on voit encore des traces de ce qui existait avant chez Porsche.
Est-ce qu'il y a la clé à gauche sur la Taycan? Yes. Yes. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, ils ont complètement tout gardé. Si vous vous faites arrêter par la police, on vous demande veuillez Éteindre couper le véhicule. le moteur, enlever la Ah oui, c'est le clé, cas, ouais. etc. Et c'est assez troublant. Moi, ça m'est arrivé. Et après, on m'a demandé mes papiers. On ne s'est pas du tout intéressé à mes papiers. Et on m'a posé beaucoup de questions, évidemment, sur la voiture électrique. Donc, pour répondre à la question, une voiture électrique, ça peut avoir une forme aérodynamique pour être plus efficiente. C'est souvent le cas. Et les fabricants qui ne font pas cette démarche-là, qui utilisent des structures, je dirais, thermiques pour mettre des moteurs électriques, je pense qu'ils se trompent. Je voulais faire une petite aparté derrière moi. Je ne sais pas si on peut mettre en plein écran. Oui, je te bascule. Voilà. Je vous fais apparaître là, je ne sais pas si ça apparaît bien, les autonomies pour une même voiture. Ben, c'est ma voiture, hein, c'est la LR modèle 3 pour 75 kWh de batterie. Mon autonomie moyenne est de 168 Wh par kilomètre, si bien que j'ai une autonomie de 446 km. Si je roule sur l'autoroute à 130 km/h, j'ai une consommation de 220 Wh par kilomètre, et à ce moment-là, mon autonomie descend à 340 km. Si je regarde le road trip qu'a fait Electron Libre, Jérôme, en juin 2020, sa dernière vidéo, en prenant 75 000 Wh, hein, les 75 kWh, pour 151 Wh par kilomètre, c'est ce qu'il avait repéré, eh bien, son autonomie est de 497 km. Il a la même voiture que moi. Donc, autrement dit, l'autonomie, qui est un des critères importants pour l'automobile, électrique en tout cas, c'est aussi important de savoir comment on conduit sa voiture. Si on conduit avec des semelles de plomb, eh bien, évidemment, on ne fera pas le même kilométrage que si on conduit avec une logique éco-conduite. Une remarque, par exemple, notre Tesla, elle est donnée pour 560 km d'autonomie en WLTP. Si on fait le calcul à l'envers de ce que je vous présente là, eh bien, il faut rouler avec une moyenne de 134 Wh par kilomètre. C'est un peu difficile à faire, mais c'est faisable. Je pense que Jérôme peut le faire. Moi, j'ai essayé, on y arrive. Donc, tout cela pour dire que l'autonomie, critère important, dépend essentiellement, comme des voitures thermiques d'ailleurs, mais on en a moins conscience. En voiture électrique, on en a beaucoup conscience parce qu'on affiche beaucoup les informations, on affiche des courbes, on affiche des indicateurs qu'on affiche un peu moins avec les véhicules thermiques. Et comme il n'y a pas le bruit, eh bien, le silence fait que naturellement, on conduit moins vite et on apprécie la nature. Et moi, je mets en avant le chant des petits oiseaux sur mes vidéos parce qu'au moins, quand on ouvre les fenêtres, on entend les oiseaux et non pas le vroom vroom. Voilà. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, souvent les constructeurs communiquent sur des autonomies sur les voitures électriques. Sur les voitures thermiques, ils communiquent en litres au 100. On dit une voiture fait 5 litres au 100. Bon. Alors évidemment, si tu as un réservoir de 100 litres avec 5 litres au 100, tu vas faire 1000 bornes. OK. Mais une voiture électrique consomme en fonction de beaucoup de paramètres. Si tu as le vent de face, s'il pleut, s'il fait froid, si tu utilises la clim, si tu ouvres les fenêtres, il y a beaucoup de critères. La voiture thermique, c'est exactement la même chose. Une voiture thermique qui fait du 5 litres au 100, si on met la clim, elle va passer à 6 litres au 100. S'il fait froid, elle va passer à 7 litres au 100, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la consommation, c'est vraiment en fonction de comment on utilise la voiture. Hier, avec Eric, on a fait un petit road trip de plus, comme ça, pour tester, où là, on a pris des routes à 110, des routes à 80, des routes à 90, de la ville, enfin bref, on a fait tout un essai. Consommation moyenne, on a fait 140 km. Conso moyenne de la mienne, 137 Wh au kilomètre et 125 pour la SR+. Donc, c'est tout à fait possible de faire du 134 sur un usage mixte. Bien entendu, on ne fera pas l'autonomie maximale sur autoroute, tout comme une voiture thermique ne va pas faire du 5 litres au 100 sur autoroute. C'est normal. Voilà, les consommations sont basées sur une vitesse moyenne sur du plat dans les meilleures conditions possibles. C'est faisable, mais évidemment, on ne fera jamais l'autonomie maximale indiquée en usage annuel. Voilà. Moi, sur mon usage annuel, puisque ça va bientôt faire 1 an que j'ai la voiture, je suis en moyenne à 170
donc été et hiver inclus. Je suis à peu près à 170 Wh au kilomètre, ce qui me fait une autonomie d'environ 430 km à l'année en moyenne sur ma voiture. Merci Jérôme. Alors ça fait 1h20 que le live a commencé. On avait dit qu'on ne dépasserait pas trop, donc on va juste terminer avec Pierre et Christophe peut-être pour le mot de la fin sur ce sujet. Et après on passe au coup de cœur et au coup de gueule. Alors Pierre, vas-y, c'est à toi. Ouais, non, je voulais juste rebondir sur deux choses. Quand j'ai regardé en Allemagne, ceux qui achètent des Tesla en Allemagne, c'est des gens qui avaient des Golf, généralement. Donc c'est intéressant déjà. Et puis quand on demandait au président de Volkswagen, je crois, pourquoi il avait la migraine, lui, son problème, c'était pas la voiture Tesla en tant que telle, c'était le software. C'était le logiciel qui posait problème. Et je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte plus tard, parce qu'avec cette nouvelle génération de personnes connectées, etc., c'est tellement sympa d'avoir sa voiture qui se met à jour tous les 15 ou 3 semaines, là. Alors des fois, ça sert à rien, hein, on va pas avoir des super fonctionnalités en plus, mais ça fait plaisir. Et là, les autres constructeurs, notamment français, ils sont très très loin. Hein. Ils sont au bout d'horizon. Hein. Voilà ce que je voulais dire, rajouter avant de conclure l'émission. Très bien, Christophe. Moi, j'allais digresser encore, et Guillaume G m'a rappelé à la raison en disant on s'est éloigné du sujet, non? Oui. Donc voilà. Donc je passe au suivant. C'est vrai. Allez, on clôture avec Steph. Vas-y, Steph. Oui, très rapidement, parce que dans le débrief, on avait dit est-ce le moment d'acheter un véhicule électrique? Oui, merci de recentrer le débat. Voilà, et moi je dis on peut passer sa vie à attendre la voiture parfaite, hein, comme on peut passer sa vie à attendre. Moi, j'ai acheté ma Tesla en mai 2019, j'ai payé l'option de la peinture blanche. Elle est devenue gratuite après. J'aurais pu attendre. On peut pas. Les promos passent. Voilà. Il arrive un moment où il faut se décider. Et pour moi, actuellement, c'est un bon moment parce que les aides sont quand même très conséquentes. Ouais, c'est comme un ordinateur. On se dit, si j'attends, j'aurai mieux plus tard. Ouais. Mais en fait, comme c'est toujours en amélioration, on n'achèterait jamais son ordi. La question qu'il faut poser, c'est la voiture électrique est-elle faite pour moi? Après, si on attend, elle ne sera jamais faite pour soi. Mais si elle répond à nos besoins, pourquoi attendre? Et puis une Model S de 2014, ça reste une très bonne voiture maintenant. Elle est même supérieure à tout ce qui se fait aujourd'hui, hors Tesla. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin pour ce sujet. On va passer au coup de cœur, coup de gueule. Allez, Andy, à toi. Justement, tu voulais taper sur Tesla. Voilà, j'avais dit du bien d'Elon Musk à l'instant, donc je vais avoir un peu moins mauvaise conscience devant vous tous d'être un peu méchant. C'est Electrek, site spécialisé américain, Fred Lambert, qui est un type très connu dans le domaine, qui a fait un papier un petit peu dur parce que les forums, les premières Tesla Model X sont livrées là, depuis le début du mois de juin et même un petit peu avant. Et en fait, on trouve des banquettes pas fixées, on trouve des carrosseries éraflées, on trouve des feux éborgnés, etc. Modèle Y, hein, tu parles du modèle Y. Pardon, oui. Modèle Y, effectivement. Alors, je comprends tout à fait la volonté d'Elon Musk de sortir la voiture. Je comprends aussi que le fait qu'il y ait des soucis industriels de grande ampleur en ce moment parce que effectivement les usines tournent au ralenti parce qu'on n'a pas tout le personnel, etc. Mais dans ce cas, peut-être que quand on est une marque récente et qu'on vend un produit de luxe assez cher et qu'on veut vraiment être hors de tout reproche, c'est un petit peu dommage de faire ça. Donc ça, c'était le petit coup de gueule. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas très grave puisque les clients reviennent, etc. Mais si on veut vraiment être exemplaire et vendre un produit de luxe, vaut mieux éviter ce genre d'incident. Alors, certains te diront qu'une Tesla n'est pas une voiture premium, c'est une voiture technologique. C'est pour ça qu'elle coûte cher, mais c'est pas premium. Merci Andy pour ce petit coup de gueule. Christophe, à toi. Oui, alors moi, du coup, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si tu peux m'activer le partage de l'écran. Oui, je pensais que c'était… Là, ça me dit que l'animateur a désactivé le partage de l'écran pour les participants. Alors, bon, c'est pas grave. Si ça marche pas… Je suis désolé, je pense que c'était dans les paramètres du départ. Non,
Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, juste pour vous dire, si vous allez sur le site de tesla.com ou Tesla, la version anglaise ou française, vous aurez un bandeau tout en haut. Consultez le rapport d'impact Tesla 2019. Et moi, c'est mon gros coup de cœur. Quand on va sur le rapport en détaillé, on a plein d'informations. Et il y a notamment une rubrique qui dit qu'il y a plein de gens qui font eux-mêmes des études sur l'impact des voitures électriques sur l'environnement avec la batterie et tout ce qui va derrière, construction du véhicule jusqu'à la destruction. Mais en fait, ce rapport, il pointe le fait que tous ces gens qui font ces études, en fait, ils ne sont jamais allés dans une usine Tesla. Ils ne sont jamais allés dans l'usine de Panasonic qui fournit des cellules à Tesla non plus. Et donc, du coup, leurs études sont souvent biaisées. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir ce rapport-là. Alors, il faut prendre un peu de réserve, un peu de recul, parce que c'est Tesla qui le fait et qu'ils ne vont pas se saborder. Mais je pense que c'est vachement important et je pense que ça détruit pas mal d'idées préconçues. Super, on ira voir ça en détail. Merci Christophe. Jérémy. Je crois qu'Andy disait un truc. Ah, pardon. Juste, excuse-moi. mini rebond sur ce que tu dis, Christophe, parce que c'est vraiment un rapport que je vous conseille de lire. Il est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Et il y a un chiffre qui a retenu vraiment mon attention, il y a la durée de vie des batteries et la perte de pourcentage sur longue durée. C'est de l'ordre de, je crois, alors de mémoire, 5% sur 100 000 miles, donc ça fait 160 000 km. Et c'est très consistant avec les chiffres qui ont été trouvés par les mecs qui ont des flottes de Tesla, notamment en Californie. Donc, c'est pas du pipeau et la perte est très minimale. Ça vaut vraiment le coup de lire en tout cas ce document parce qu'il y a plein de chiffres intéressants comme ça. Alors, moi, j'ai perdu 5% d'un an. Pour rebondir là-dessus, moi, j'avais fait tester ma batterie sur Morpheus. Elle avait 125 000 km. Elle a été testée chez Tesla et ils ont décelé une perte de 1,5% sur 125 000 km. Et moi, j'ai perdu 10%, moi, sur 14 000 km. Mais ça, c'est pas normal, il y a un problème. Ouais. C'est quelque chose que je suis en train de regarder attentivement. Oui, il y a un souci. Alors, moi, j'ai perdu 5% pour la petite histoire. Il paraît-il qu'on perd 5%, enfin, aux alentours de 5% la première année. Moi, elle a plus d'un an. Hein. Et qu'on perd très peu les années suivantes. À voir, à vérifier. Alors, Tesla recommande de laisser sa voiture branchée, même quand on ne s'en sert pas. C'est ce que j'ai toujours fait et ça, apparemment, ça agit sur la durée de vie de la batterie. Merci pour ces petits conseils. Jérémy, un coup de cœur, un coup de gueule. Dis-nous tout. Très rapidement, ça va être là déjà un coup de cœur pour SpaceX qui a réussi son lancement ce soir pendant qu'on faisait le live. Donc bravo à eux pour une entreprise qui ferait faillite et qui n'y arriverait jamais. Je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal aussi. Il a lancé des GPS, c'est ça, oui, des GPS américains. Exactement. Et le gros coup de cœur, c'est pour Tesla qui, ce soir, à l'heure où je vous parle, a dépassé les 200 milliards de dollars de capitalisation boursière, puisque l'action est à 1079,81 €. Donc pour ceux qui sont comme moi long terme sur Tesla, vous avez gagné un petit peu de sous aujourd'hui. Christophe, il a des actions, là, je le vois sauter de joie. C'est dollars, hein. C'est pas oui, dollars, 1000 $. Ouais. On aimerait bien euros. Sur la cotation européenne, on est à 954,40. Ce qui est pas mal aussi. Très bien. Belle performance pour Tesla. Merci Jérémy. Steph, à toi, un coup de cœur, un coup de gueule. Qu'est-ce que tu nous réserves? L'un ou l'autre, ou les deux? Comme tu veux. Si c'est rapide, ça peut être les deux. Non. Alors, coup de cœur. Alors, un coup de cœur pour Andy, hein, qui est entré dans une arène avec des convaincus des performances et du plaisir de l'électrique. Et en particulier aussi à Automoto, hein, Automoto Journal. J'ai lu le dernier numéro il n'y a pas très longtemps, qui a fait un article sur la Roadster 2. Article qui était presque parfait. Il y a une petite coquille dedans, mais on ne le dira pas. Et j'espère que ces articles-là donneront des bonnes idées à Turbo, par exemple, pour parler un petit peu mieux des véhicules électriques qu'ils ne le font actuellement. Voilà. Très bien. Un coup de cœur qui est un petit peu un coup de gueule. Oui, vas-y, Andy. Merci déjà de profiter du traitement. Notre spécialiste voiture électrique, c'est Max Fontanier, que vous avez eu la dernière fois. Et on va dire que nous, on est vraiment agnostiques. Hein. On est tout à fait prêts à être convaincus, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de gens à la presse automobile parce qu'il y a un conservatisme ambiant.
Il y a une sociologie de gens qui sont rentrés dans ce métier parce qu'ils aiment la voiture classique conventionnelle et qui sont pas prêts et qui n'ont pas l'envie de faire cet effort-là de croyance. Alors nous, on essaie de le faire. Après, c'est individuellement, c'est une politique éditoriale aussi parce qu'on peut vouloir parler à des gens de sa communauté plutôt qu'à celle en général. Et ça, voilà, ça dépend des magazines, ça dépend de la personnalité des journalistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut infuser, qu'on peut inculquer, mais qui ne se fera pas en quelques jours. C'est au tour de Pierre, Tesla Alsace, ton coup de cœur, ton coup de gueule. Alors, mon coup de cœur. Alors, avant le live, là, on parlait de Jean-Pierre Foucault et de l'Académie des Neufs. Moi, j'ai envie de faire mon Jérôme Bonaldi de Nulle part ailleurs, là, pour ceux qui connaissent. Donc, je parlais deux choses rapidement. Une qui est inutile, donc forcément indispensable. C'est cette bague. C'est cette bague que vous pouvez avoir et qui remplace la carte RFID de votre Tesla. Donc, votre téléphone tombe en carafe. Vous n'avez pas votre carte RFID avec vous, eh ben, vous pouvez ouvrir votre voiture, vous pouvez rouler. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et puis, mon vrai coup de cœur, alors, je sais pas si j'aurais dû préparer une photo dessus, c'est une application qui s'appelle Tesla Advanced Notification. Je sais pas si on le voit sur la caméra, là, si on le voit bien. En fait, c'est un panneau de notification, vous déroulez et sans ouvrir l'application, moi, je trouve ça super pratique parce que je suis geek. Je peux savoir si ma voiture est en sommeil ou pas. Ça a l'air bête, mais j'ai appris pas mal de choses, notamment que Tesla Phi, même si on le paramètre bien, c'est la galère. Et surtout, eh ben, sans déverrouiller votre téléphone, sans ouvrir l'application, vous pouvez choisir des actions. Donc, vous voulez ouvrir les fenêtres, vous pouvez activer la clim à distance, vous pouvez activer le mode sentinelle et puis vérifier au cours du temps combien la batterie perd pendant la nuit ou pendant que le mode sentinelle est activé. Voilà. Super, merci Pierre pour nous partager ça. Marc, on t'écoute, Tesla France Picardie. Oui, alors un coup de cœur qui était aussi à la fois un coup de gueule. Enfin, comme ça, je fais un mixte, hein. Un prix de gros. Alors Tesla a mis en place, vous le savez, un programme de parrainage et annonce offrir 1500 km aux parrains et aux filleuls. Je rappelle que Jérôme est mon parrain. Et à chaque parrainage, évidemment. Alors, ces cadeaux peuvent donc se cumuler et ils incitent à aider les nouveaux propriétaires, les filleuls, à bénéficier des conseils et de l'expérience des parrains. De nombreuses communautés existent pour entretenir cette entraide, telles que celle de YouTube et de Facebook. Au passage, une petite remarque, j'ai d'abord, moi, travaillé sur YouTube et ensuite, grâce à YouTube, j'ai découvert Facebook. Je dis ça parce qu'il y a des gens sur Facebook qui n'aiment pas qu'on publie des vidéos YouTube, que je ferme la parenthèse. Donc, grâce à ça, moi, j'ai rencontré de nombreuses personnes et j'ai pu échanger ma passion et faire partager la passion que j'avais de la voiture. Alors, c'est mon coup de cœur, mais c'est aussi mon coup de gueule, car en fait, ce n'est pas 1500 km qu'on nous offre, c'est 372 kWh. J'ai fait une petite vidéo qui résume les choses, donc je ne vais pas trop m'étaler, mais la conversion en kilomètres et kilowattheures dépend de la réalité de la consommation en fait, de votre voiture, de votre style de conduite, comme le rappelait Jérôme. Si vous avez une semelle de plomb ou si vous faites de l'éco-conduite, ça va être vraiment très différent. Donc, bref, à chacun sa consommation. Et donc, il est donc trompeur pour Tesla de dire qu'il offre 1500 km, ça ne veut rien dire, ça dépend de la consommation. Il ferait mieux de dire tout de suite 372 kWh, de sorte que les acheteurs potentiels se fassent à cette nouvelle façon de représenter les charges des batteries. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on arrête d'embrouiller les novices des voitures électriques en confondant la distance exprimée en kilomètres et la capacité de la batterie, le réservoir à électrons, en fait, dont l'énergie accumulée s'exprime en kilowattheures. Monsieur Tesla, si tu m'écoutes, Elon, voilà. C'était mon coup de gueule et mon coup de cœur. Merci Marc. Et si on fait 372 fois 0,24, qui est le prix du kilowattheure, ça fait à peu près 90 €. Alors, donc, ça fait 89,28 € fois le nombre de parrains pour ceux qui raisonnent sur l'argent. Mais en fait, c'est surtout le partage d'informations et le partage du plaisir qui est important. Et grâce à cette incitation des kilomètres malheureux, mais des kilowattheures heureux, que grâce à ça, on découvre de nouveaux personnages très, très captivants dans ceux qui sont présents aujourd'hui.
Merci Marc. À toi, Jérôme Électron Libre. Alors, moi, mon coup de gueule, forcément, ça va être les bornes de recharge autres que Tesla. C'est du grand n'importe quoi. Les gens n'y comprennent rien. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que la voiture électrique ne décolle pas, parce que trop de cartes, trop de types de prises, pas assez de bornes. Quand ils en implantent une, là où Tesla en met 10, voire 15, voire 20. Donc voilà, ça c'est gros coup de gueule. Il faut vraiment agir à ce niveau-là. Je le disais tout à l'heure, Renault a un formidable outil puisqu'ils ont plein de bornes dans chaque concession. Mais bordel, ouvrez-les 24 heures sur 24 sans avoir besoin de réclamer à l'accueil une carte. Voilà, et là vous en vendrez des OE. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. Mon coup de cœur, c'est vous, c'est mes abonnés. Parce que depuis que j'ai créé ma chaîne, en fait, ma vie a changé. J'ai rencontré des tas de gens, j'ai été invité par plein de personnes, et ça, c'est la communauté, pas que Tesla, c'est la communauté électrique. Ça, c'est mon coup de cœur. Quand vous achetez une voiture électrique, vous passez dans un autre monde. Voilà. Merci de rendre hommage à ça. Jérémy, je n'avais pas vu, tu avais levé la main. Je ne sais pas si ça fait un moment ou pas. Non, c'était juste par rapport aux 1500 km de parrainage. Il me semble que ça avait été fait parce qu'on n'a pas la même consommation, justement, si on a une S, X ou 3. Et je crois qu'ils ont justement factorisé, on va dire, le don ils n'ont pas mis des kilowattheures, mais des kilomètres. Parce que sinon, quelqu'un qui va parrainer en ayant un X va dire « Ouais, ok, mais moi, j'ai payé une voiture à 100 000 et je vais moins faire de kilomètres avec 300 et quelques kilowattheures que quelqu'un qui aura acheté une Model 3 moins chère. » Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils avaient pas parlé de kilowattheures, mais de kilomètres. Et en fait, c'est vrai que quand on fait le calcul à l'envers, 372 000 Wh divisé par 1500 km, on trouve 248 Wh par kilomètre, ce qui correspond à une consommation importante, probablement celle de la X. Voilà. Mais vous savez tous que vous consommez beaucoup moins et vous pouvez faire de l'éco-conduite. Très bien, merci Marc. Et on va finir avec Sébastien. Le beau chat. C'est le coup de cœur de tout le monde. Très beau Garfield. Jérôme, moi je crois que je vais faire le même que toi, mais à l'envers. En fait, je vais commencer par mon coup de cœur. Toute la communauté électromobile, depuis 7 ans que je fais ça. Les gens du Lit France Café, de Vega, de l'AM66, les YouTubeurs, les Twittos, les Facebookers, tous ces gens-là qui font vivre la communauté. Moi, j'étais motard, j'en fais plus trop, mais bon, voilà, c'était cet esprit communautaire, entraide, solidarité. Je m'arrête encore avec ma voiture électrique. Si je vois un motard en carafe, il doit se dire qu'est-ce qu'il veut, lui. Voilà. Et mon coup de gueule, évidemment, en ce moment, il y a pas mal de chamailleries sur le CCS, le chat démo, machin. Ça me saoule un petit peu. Moi, mon coup de gueule, c'est le réseau de bornes, comme tu disais, Jérôme. On a écrit, donc la fédération, on a écrit à Isivia, on a écrit à la FIREV, on a écrit à la ministre, on n'a pas eu de réponse. Il a fallu qu'on fasse une chanson potache, je vous ai mis le lien. C'est affreux, on chante affreusement mal. Je pense qu'on leur a tellement fait mal aux oreilles qu'ils ont décidé. Du coup, c'est ça qui les a fait agir pour mettre dans le plan de relance de l'automobile le rétablissement du réseau corridor. On ne sait pas à quel nous on voudrait que ce soit avant l'été, ça commence à être mal barré. Voilà. Donc il y a un vrai problème. Les gens dans leur esprit, on ne peut pas rouler en électrique parce que Ionity ça coûte une fortune, parce qu'il n'y a plus de bornes sur autoroute. Bon, tous les jours, on s'en fout, on roule au quotidien, on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai que quand il va y avoir 1 million de bagnoles, parce que là, on a 250 000 à peu près, 300 000 voitures, peut-être à la fin de l'année un peu plus, et on a 30 000 bornes. Donc, c'est vite fait le calcul. On est 10 bagnoles pour une borne. Et dans une borne, il faut voir ce qu'ils mettent. Il y a aussi de la prise 3 kW. Donc, voilà. On a environ, je crois, 1800 bornes rapides, un truc comme ça. Donc, c'est une catastrophe. On va être embouteillé l'été. Moi, je le vois encore tous les jours avec ma voiture d'auto-école, qui est une vieille Leaf 24. Je roule beaucoup, je me recharge sans arrêt. Je suis toujours en train de tomber sur des bornes à essayer de faire de l'éducation aux gens. Et on est de plus en plus. Et je me retrouve devant des bagnoles un peu tampons. Et comme tu disais, Jérôme, devant une borne, pendant qu'il y en a 6 Tesla à côté. Et je me retrouve en carafe parce qu'il y a un mec qui est devant. Voilà. Donc, c'est le gros enjeu. Andy, je pense qu'il veut rajouter un truc, c'est le réseau de recharge. Mon coup de gueule.
C'est juste que tu disais dans le chat qu'il y a un vendeur MG Paris. Oui, il y a un store en France. Voilà, c'était juste, j'ai dit une connerie tout à l'heure, il n'y a pas de réseau, il y a un store en France. Voilà. Il y a un store et une dizaine de vendeurs, ça part plutôt pas mal. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est bien. On a dépassé que de 10 minutes. On va se faire le mot de la fin pour chacun. Si vous avez quelque chose à partager, une actualité, un bouquin ou quelque chose, c'est le moment. Allez, on refait un tour. Andy, c'est à toi. Moi, là, comme ça, vous me prenez à froid, donc j'ai rien. Mais je voulais vous remercier tous pour votre accueil. Et surtout, n'hésitez pas. Moi, c'est adavid@reward.media. Envoyez-nous des idées, dites-nous ce que vous pouvez, comment on peut améliorer ce qu'on fait, comment on peut mieux parler de la voiture électrique. Vous avez des retours d'expérience. Nous, on change tout le temps de voiture, donc on n'a pas l'usage sur des dizaines de milliers de kilomètres. On n'a pas l'expérience toujours parce que on est des gens comme vous, donc on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire. Et on serait ravis en tout cas, donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions, vos suggestions quand on dit une connerie et tout ça. C'est très important pour nous, pour la presse, si on veut continuer à subsister et qu'on fasse une information de meilleure qualité pour tout le monde, que vous soyez présents aussi pour nous mettre en place quand on dit des bêtises et pour nous dire quand on a raison. Le message est passé. Merci Andy, merci d'avoir accepté l'invitation. On va passer à Christophe. Merci pour toute cette organisation, c'était top et merci à tous d'avoir partagé ce moment ensemble. Et ensuite, juste, je voulais partager une news sur Tesla Star, donc Guillaume qui a partagé les 2 premiers épisodes de Zéro Émission et qui va réactiver sa chaîne YouTube et il va faire des essais dédiés à l'autopilote. Il a une Model 3, il a pris l'option conduite entièrement autonome et il va essayer de faire des parcours toujours les mêmes pour qu'on voit comment évolue l'autopilote à travers le temps. Donc, voilà. Le nom de la chaîne, tu peux répéter? Alors, j'ai pas le nom de la chaîne. Je sais qu'il va la lancer là bientôt. Donc, si vous êtes sur Twitter, abonnez-vous à son fil Tesla Star et vous en saurez plus dès qu'il commence à diffuser. Super, merci Christophe. Jérémy, ton mot de la fin, quelque chose à nous partager? C'est simplement l'actualité de la chaîne. On a fait pas mal de vidéos sur l'événement du Battery Day. J'ai déjà découpé en 4 épisodes, je crois. J'en ai encore 2 qui sont filmés et qui vont arriver très bientôt, où on essaye de faire une version collaborative d'une série d'épisodes où on parle du Battery Day, de l'évolution de la technologie de batterie chez Tesla. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Et si vous avez des infos complémentaires, allez-y, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Parce qu'on aimerait quand même savoir ce qui va vraiment en être avant le 15 septembre, voir à quel point on aura eu raison ou à quel point on aura eu tort à ce sujet. Je pense que c'est vraiment super intéressant et que ça risque de faire exploser, les ventes, la valorisation de Tesla et les mentalités. Je pense qu'on arrive vraiment là à un moment charnière dans la technologie des voitures électriques et des énergies renouvelables en général. On nous a annoncé des grosses annonces pour ce Battery Day, donc je pense qu'on va pas être déçus. Affaire à suivre. Merci Jérémy. Steph, à toi le mot de la fin, un truc à nous partager. Alors une actualité, quasiment tous ici, vous êtes au courant de cette actualité, mis à part ceux qui n'ont pas de Tesla, parce que sur la chaîne, on va faire dans le même format avec un Zoom, on va faire ce qu'on appelle le quiz des experts, c'est-à-dire que j'ai préparé des questions, j'ai préparé 20 questions sur la Tesla Model 3 et sur l'environnement d'Elon Musk. Donc, ça parle de SpaceX, ça parle de plein d'autres choses. Et donc, c'est un quiz qui va être fait pour s'amuser en premier lieu et puis aussi pour ceux qui vont nous regarder, peut-être apprendre des choses sur leur Tesla ou sur Elon Musk ou sur l'environnement Elon Musk. Alors, il y aura des youtubeurs, vous en faites partie, il y aura d'autres personnes, des experts sur des forums, peut-être des gens sur les réseaux sociaux comme Facebook. Et il y aura aussi, je pense, à un moment donné, je ferai peut-être un quart de finale avec des abonnés, c'est-à-dire que les gens qui se seront manifestés je ferai un live comme ça avec un quiz sur la plateforme Kahoot, et donc qui pourra qualifier des abonnés qui pourront se mesurer aux qualifiés de YouTube.
Donc voilà l'actualité. Puis c'est courant juillet, c'est très bientôt, donc vous en saurez plus sur la chaîne. Est-ce que le gagnant, il peut gagner ta casquette? Alors justement, je me suis posé la question, je dis qu'est-ce qu'il faut gagner quand même quelque chose. Et puis j'en ai pris un petit peu en stock. Donc oui, le finaliste gagnera ma casquette. Super. On va potasser alors. Merci Steph. Abonnez-vous à la chaîne Tesla 3 si ça vous intéresse et si ce n'est pas fait. On va passer à Pierre, Tesla Alsace. Oui, alors de mon côté, je voulais un peu rebondir ce qu'avait dit Jérôme là sur la communauté des abonnés, quelle que soit la chaîne. J'ai été surpris, moi, quand j'ai commencé, sur déjà la curiosité et surtout la bienveillance. Vraiment, c'était incroyable, la bienveillance des gens vis-à-vis de mes vidéos qui sont loin d'être parfaites et qui donnaient toujours des conseils ou des avis très pertinents, très pointus. Donc ça, vraiment, chapeau. Et juste de mon côté, c'est que j'organise une sortie dans les Vosges le 11 juillet. Donc, j'ai déjà quelques participants. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous allez sur ma chaîne. Il y a mon adresse email, marcelcholin@gmail.com. Vous m'envoyez un petit email et puis on voit comment on peut s'arranger. Voilà. Super, merci Pierre. Alors, on va passer à Marc qui est passé aux Antilles, je pense. Marc, Tesla France Picardie. Moi, je voulais tous vous remercier et vous souhaiter de très bonnes vacances, si c'est possible pour vous. Vous pouvez visiter la Picardie, effectivement, mais comme le montre l'image derrière, peut-être la Riviera, je ne sais pas, Jérémy, hein, ou toute autre destination qui vous plaira, en voiture électrique, si possible. Et si c'est en Tesla, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller très, 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 très loin. Bientôt. J'ai du Airbnb dans la vie, donc je vous reçois quand vous voulez. Super. Ben voilà, le message est passé. Airbnb, si vous êtes. T'es dans quel coin, les Airbnb, Jérémy? C'est Cannes Centre. Cannes Centre, impeccable. Cannes Centre avec parking et possibilité même de tirer une rallonge pour vos voitures électriques. Eh ben voilà, c'est magnifique. Et si vous avez une Tesla, on est à 10 minutes du superchargeur de Mougins. J'ai habité à Mougins, je connais bien. Voilà. Ouais. Super, le message est passé. À Jérôme, Electron Libre, quelles sont les news? Les news, alors bientôt l'essai du Porsche Taycan, voilà, bien. On va l'annoncer. J'ai déjà mis des belles photos sur ma page Facebook. Bientôt un essai certainement du Tesla Roadster 1. Voilà, c'est en cours de négociation, ça devrait se faire d'ici peu de temps. Et puis cet été, je vais descendre sur Nîmes, voir un ami qui tient une auto-école unique en France, puisque c'est une auto-école en Tesla. Et donc, ma fille va faire sa première leçon de conduite en Tesla. Voilà. Ça, c'est pas filmé. Et à mon avis, ça va être un moment assez sympa. À Lunel, chez Labrivado. Voilà, l'auto-école Labrivado, mon ami Louis, que je salue, qui a vraiment une auto-école unique en France avec une Tesla à double commande. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Génial. Donc, des belles vidéos qui viendront très, très prochainement. Voilà. Soyez patients. Super. J'espère qu'ils ne la mettent pas en mode confort là, pour la première leçon de conduite, qu'on rigole un petit peu. Ah bah ça, peut-être qu'il mettra quand même en mode confort au début. Hein. Super. Merci Jérôme. Et Sébastien, ferme le bal. Oui, alors bon, je serais tenté de parler d'électrique, mais bon, on fait une rencontre dimanche, on fait tellement de trucs avec Fauve. Moi, je suis consultant en mobilité électrique, donc je donne des formations, je fais du permis, tout ça. Mais du coup, je voulais pas parler d'électrique parce que je voulais simplement dire que on est quand même, on vit là dans une époque assez triste avec ce qui s'est passé, le Covid, etc. Et que donc la voiture électrique, c'est super, on est à fond dedans, c'est notre passion, mais qu'il faut peut-être essayer de temps en temps de s'éloigner, de prendre un petit peu du recul, comme on est tous dedans, puis profiter tout simplement de